dans l'idée là, parce qu'on accueille Mathieu, peut-être Naya, tu as des choses à dire. Non, non, mais vous dites vachement plus bien que moi. Non, non, on a invité pour voir si c'était cool ce que vous avez fait, un mec qui s'y connaît et qui gère sa race, quoi. Un mec qui s'y connaît, oui, ils s'y connaissent quasiment autant que moi. Ouais. Mais comme on va se la jouer un petit peu master, je vais être obligé de dire que je suis meilleur que vous, c'est ça l'idée en fait. Sauf qu'en off, on disait clairement que. Est-ce qu'on a le droit de t'appeler maître? Non, seulement pendant mes soirées à But SM et maître sommet. Et là, je crois que c'est sur un autre flux. C'est peut-être avec les Fandom Fury. Du coup. Donc. La petite idée, donc, c'est qu'avec Victor, on anime depuis hier soir, même si hier soir on l'a pas animé longtemps. Techniquement, vraiment depuis ce matin. Parce qu'il fallait lancer les choses. On anime un flux vidéo making pendant toute la durée des Geek Ferries on the Web, avec l'idée de construire une vidéo du début à la fin en live. En fait, le but dissimuler, c'est aussi de montrer aux gens que c'est facile de produire de la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se dissuadent en se disant non, j'ai pas le bon matériel, ou non, mes idées, je vis chez mes parents, donc je pourrais pas réaliser ce que je veux, etc. Et en fait, ce qu'on leur a montré, c'est regardez, donnez-nous des idées, et nous, on va se servir seulement de ce qu'on a autour de nous. Et on n'a pas grand-chose autour de nous. On a un buste, on a un bilboquet, on a des trucs comme ça. Un piano, quoi. On a un piano, mais il y a plein de gens qui ont des Tout pianos. le monde n'a pas un piano chez soi. Ça, monsieur, c'est vraiment un problème de riche de dire que tout le monde a un piano chez soi. Bah, si t'as pas un piano à 25 ans, t'as raté ta vie. Exactement. Mais d'ailleurs, j'en ai 26 et je n'ai pas de piano. Mais donc bien, j'ai raté ma vie. tu en déduis des conclusions. Ah là là. Résultat, Free Wi-Fi. T'as un piano, toi? Non. Bah voilà. Autant te dire que comment j'ai raté ma vie plus moi. Mais toi, tu sais, à chaque fois que je te vois en soirée, c'est toujours le même constat. C'est pas les soirées SM dont on parle Mathieu tout à l'heure. C'est l'autre qui l'appelle maître, c'est ça? C'est ça. Donc résultat, on a voulu essayer de montrer ça aux gens. Donc on leur a demandé de nous donner des idées hier soir. Donc résultat, ce matin, on s'est réveillé avec plein d'idées proposées par des gens, notamment une qui nous a beaucoup intéressé, qui a été donnée par l'ami Francis Frankman. Que tu connais? Je connais, qui m'a aidé d'ailleurs pour le dernier épisode de la saison 4. Voilà, et qui nous a donné un peu l'idée, leitmotiv de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et en gros, on a essayé de construire une histoire d'amour, de romance, de trahison et de meurtre, avec seulement un bilboquet, un pistolet, un piano et un buste. Tout ce qu'on aime. Voilà. Et résultat, on a tourné ça aujourd'hui, on l'a écrit ce matin, on l'a tourné dans l'après-midi. Alors ça a été écrit en live, c'est-à-dire que le scénario a été construit devant les gens, projeté sur le flux. Victor écrivait, on changeait un petit peu les dialogues, on revenait un petit peu sur des trucs comme ça. Exactement. Avec les gens. Et puis on a commencé à tourner quasiment directement après, quoi. Voilà. Et le but aussi, c'était que, vu qu'on n'avait pas vu que c'est des objets, il leur fallait des voix. Donc on a proposé, en fait, je fais le rôle du bilboquet, Samaï fait la voix du buste, toi tu fais la voix du pistolet, et Bruce a fait la voix du piano. D'accord. Voilà. Mais ça me rappelle vachement. Quand j'étais sur Saint-Etienne, je travaillais avec une asso de cinéma. Et il y avait souvent des concours de cinéma amateur où le but c'était de réaliser un film en 24 heures. Tu vois, les films en 24 heures, on leur donnait un thème. C'est pas suédé le mot exact. Si, c'est ça. C'est suédé, c'est Michel Gondry qui a inventé le terme avec le film Soyez sympa rembobiné. Voilà, j'ai étalé ma science. D'accord. Et ouais, c'est vachement sympa comme idée. En fait, c'est vraiment le challenge. Et à chaque fois qu'il y avait ce genre de concours, t'avais des types qui étaient à 30 minutes près, ils pouvaient pas y arriver parce que la vidéo elle était toujours en export, tu vois, et des fois il y avait des gens très très déçus, mais on gagnait rien à l'époque, on gagnait rien du tout. Mais c'est bien justement. On avait un petit peu peut-être un projet de mettre ça en place sur les Geek Ferries IRL, de pouvoir faire ça sur une journée en donnant le matin des contraintes et un sujet, et le soir en faisant une projection le soir sur des structures très courts, il y aurait plein de 3 minutes. Il y aurait plein de gens qui participeraient sur internet. Et on fait un petit concours le soir et on projette au Geek Ferries et il y a un jury qui décerne aux 3 premiers un prix par exemple. On trouvera quelque chose. Un paquet de gâteaux. Non, voilà, chez nous c'est plutôt un paquet. Pour le coup, je trouve ça même bien qu'il n'y ait pas de prix, justement comme tu disais. Pas de prix. Non, mais c'est ce qu'avait fait à l'époque Usul. Usul avait fait un concours avec son 3615 où il proposait aux gens de faire un 3615 Usul chez eux. Et il n'y avait pas de prix parce qu'il nous disait clairement, et je trouvais que c'était une intention super louable, qui était le prix, c'est le moment de bonheur que vous allez passer avec les gens que vous appréciez à essayer de réaliser une vidéo et qu'elle soit le plus belle possible. C'est beau. Bah oui, non mais c'est vachement bien, parce que quand on fait de la vidéo sur internet ou quoi que ce soit, on n'a pas de prix derrière. On n'a pas de récompense. La seule récompense qu'on a, c'est le plaisir qu'on a pris à la faire parce qu'on est passionné par ça. Ouais. Et c'est justement ça que je trouve bon dans la démarche, c'est que
on n'a pas besoin de prix. Le prix de cette fait plaisir à faire ça est déjà énorme, quoi. Après, il y a des gens qui vont toujours, dans n'importe quelle situation, il y aura toujours des gens qui vont courir après le challenge, tu vois, et la compétition. Bah voilà, exactement. On offre un jambon, mais... ça c'est une bonne idée, ça. Je participe. Et que même si on fait ça par plaisir, mais ça c'est pour tout et n'importe quoi, c'est pour des tafs ou pour du sport, il y aura forcément un moment la compétition qui va s'installer, et il y a des gens qui vont courir après ça. C'est bien. C'est motivant. C'est motivant. Chacun sa motivation après, effectivement. Mais après, c'est vrai que dans l'amateur ou même dans le semi-pro, enfin dans le semi-pro encore, ça commence. Mais dans l'amateur, c'est vrai que les prix. Encore une fois, je rebondis à mon ancienne vie à Saint-Etienne quand je faisais partie de cet assaut de cinéma. On organisait une cérémonie de court-métrage, mais il y avait des prix, mais c'était des prix factices. Et en fait, c'était calculé de telle façon qu'en fait, tout le monde allait repartir avec un prix. C'est l'école des fans un peu. Un peu, ouais. Et en fait, c'était pour qu'on soit un peu en contact avec toutes les personnes qui faisaient du cinéma à Saint-Etienne, qu'on se rencontre tous pendant une soirée, qu'avec ceux qu'on a plus d'affinité, on continue la soirée. et c'était vachement sympa. Et dans le milieu amateur, c'est vachement intéressant d'avoir ça parce que ça permet de s'entraider, parce que personne peut se targuer quand il fait de l'amateur, d'être fort dans tous les domaines. Et même quand tu es dans le semi-pro ou même dans le pro, tu peux pas être fort partout. Donc tu as forcément besoin des autres. C'était un prétexte pour boire, en fait. C'était aussi un prétexte pour picoler. Ouais. Je l'admets. Au Geek Ferries, on peut faire ça. Où est la bière? Où est la bière? C'était la question qu'il ne fallait pas poser, mesdames et messieurs. Et c'est là que dans 5 minutes, on va avoir 3 packs de lef arriver. On va être genre... Oui, j'ai précisé lef, histoire qu'on ait... Voilà. De la bière de qualité. Merci. On va avoir 3 packs de crocs chaudes qui vont arriver. La Königsbier. Mais il y en a pas. Putain, je connais pas ça. La Königsbier, c'est la bière des champions. Mec, la belle brasseuse. C'est la marque Pouce aussi. C'est pas la marque Pouce là. Oui, il y a la marque Top Budget. Ouais, elle est la bière géniale. C'est parfait. Elle est géniale. Voilà. Ça me rappelle les années lycée, ça. La création vidéo correspond aussi à quelle bière tu bois. C'est exactement ça. Ça fait partie du truc. Donc toi, quelle bière tu buvais quand t'étais au lycée? Quelle bière je buvais moi? De la Jupiler. Ça n'existait pas la bière. De la lef. L'invention de l'alcool. La cervoise, on disait de la cervoise encore à l'époque. Mais la cervoise c'est très bon. C'est de la bière avec du vin et un peu de sirop de citron. Ah bon, c'est très bon la cervoise. Moi je sais pas, ça se buvait pas, il n'y a pas de marque, ça se fumait plutôt. La bière qui se fume. Non merde. Mais c'est illégal. C'est conceptuel ça quand même. Bon alors en fait, si on dans la vidéo on a quand même une petite référence quand même. Il y a un moment donné, je crois que j'ai un dialogue où je dis salut gamin. Voilà, c'est ça quand même. Il y a un truc un peu comme ça. On va se marrer. Voilà. Et la voix est un peu comme ça. Oui, et c'est lui qui l'a fait. Hein. Je lui ai laissé la chance de faire ça. Ouais. Je te remercie Victor. Mais c'était avec plaisir. Depuis le début, c'est toi qui double le patron en fait. Ouais. Voilà. Vous savez tout. C'est parce qu'il est le patron dans la vraie vie en fait. C'est affreux. Hein, mais... Ah putain, ça y est, ma réputation est déjà finie. Après tout ce que les gens m'ont vu faire tout à l'heure à 4 pattes là. Oui, parce que quand même, on va sortir la vidéo demain, mais il faut préciser que la vidéo nous a poussé à nous retrouver allongés au milieu du couloir, à tourner des choses allongés au sol. Ils étaient tous là avec leur téléphone portable autour, à nous prendre en photo en mode ah ils ont l'air stupides. Ouais, on avait l'air stupide. On avait l'air stupide. Mais la vidéo sera bien. Et hier soir, vous avez fait quoi? Vous êtes passé partout avec l'ordi pour dire ah, vous avez l'air stupide. Bah ouais. Mais hier, on a visité tous les lieux avec l'ordi à la main pour montrer à tout le monde tout ce qui se passait. Mais c'était sympa comme tout. Alors donc, on a tourné, on a tout tourné. Et on a toutes les voix. Par contre, absolument rien n'est monté pour l'instant. Il y a combien de plans? J'ai l'impression qu'il y en a une myriade. Il y a 75 plans. En fait, ce qu'il faut savoir, ça va être, en fait, c'est une trilogie. Hein, c'est une trilogie, voilà. Comme le film Noob. À peu près. D'accord. Donc là, il y a 3 films de 4 heures. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des plans qui ne servent absolument à rien. Notamment quand Fred s'est amusé à prendre la caméra et à aller se balader au milieu des confs avec Bruce. Donc voilà. Votre challenge, c'est de l'incorporer dans votre court-métrage. Ça, non. Non, c'est impossible. J'aime bien la différence de couleur entre les deux. Voilà, c'est assez flagrant là. Ouais, c'est assez beau. C'est un peu bleu. C'est un peu bleu. C'est la nuit. C'est un peu bleu. Je sais pas si vous verrez bien les rushs. Hein, mais la nuit américaine, vous connaissez? C'est ça. Mais c'est super dur à faire une nuit américaine, mine de rien. Là, tu vois, chez nous, c'est automatique. C'est tellement ça. Pour ceux qui savent pas, la nuit américaine, c'est le principe de filmer quelque chose de jour et de se démerder au montage pour faire croire qu'en fait c'est la nuit. Voilà. Donc c'est super galère à faire parce que ça demande de prendre une image qui est souvent un peu orangée et de la rendre bleutée et rajouter beaucoup de contraste, et que les acteurs soient en pyjama aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Vachement important.
C'était une blague de merde, merci beaucoup, au revoir. C'était Mathieu Sommet, c'est pour moi. Drop the mic. Donc on a en fait donc l'histoire. On peut raconter l'histoire de toute façon parce que elle a été écrite en live. On l'a écrite en live, donc dans l'histoire, nous avons le personnage principal qui est le Bill Bokeh. Le Bill Bokeh se balade et rencontre la demoiselle qui est assise sur la chaise. C'est bien, vous lui avez mis des caches-tétons. Tout à fait. On lui a mis des caches-tétons. C'est parce qu'en fait, il y en avait un deuxième qui avait les caches-tétons et une beaucoup plus grosse poitrine. Mais on a décidé de ne pas faire de discrimination, etc. D'accord. Donc on a choisi celle-là. Mais on a piqué les caches-tétons de l'autre. Ouais, on a piqué les caches-tétons de l'autre. Un peu de respect quand même. Puis on a Geek Ferry, on a dit pas de nudité, on a dit donc. Pas de nudité, non. Cache-tétons. Pas de nudité. On a dit on dessine des bites, mais pas de nudité. Absolument. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui t'a vu passer quelqu'un à poil? Non, parce qu'on nous a dit pas de nudité. Sinon, nous, d'habitude, on travaille toujours nu. Voilà. Ce matin, on avait prévu de travailler en caleçon. On nous a dit, c'est quand même un peu chaud. On était là, bon, d'accord. Ok, on se rhabille. Donc, il rencontre la demoiselle et il la drague un peu quand même. Hein. Ouais. Il la drague un peu. Mais il est timide, le pauvre. Oh, bichette. Mais elle se fait un peu prendre au jeu. À part que, elle n'est pas toute seule. En fait, elle est avec son mec, qui est le piano. Donc là, on découvre le piano. Le piano qui est un vieil enfoiré, qui se prend pour un artiste ultra péteux et ultra misogyne. Et résultat, lui, il se dit non, mais c'est pas possible, la fille que j'aime, elle est vraiment avec un connard et tout. Et donc, il se barre super triste et il rencontre Monsieur Pistolet qui est là-bas au fond. C'est vraiment. On a l'impression qu'on a écrit ça sous drogue, mais pas du tout. Donc, il rencontre le Pistolet. Et le Pistolet qui est un tueur à gages et qui lui propose de tuer le piano. Contre quoi? Contre rien, juste pour le plaisir de tuer. Ouais. Voilà. Ça te plaît, ça, hein? Ça commence à t'intéresser. Non, on dirait le début de Fargo, tu vois, de la série. Oh, putain, oui, carrément. Et résultat, lui, au début, il veut pas, il est pas sûr. Et au final, le Pistolet arrive à lui retourner la tête pour lui dire que c'est la seule solution pour pouvoir récupérer sa copine. Et résultat... Il n'est pas sa copine. Ça prétendante. Pour pouvoir la conquérir. Ça, c'est un bon message pour la jeunesse. Tu vois, de pousser au meurtre pour récupérer des meufs, ouais. Non, mais tu vas voir que la fin est encore pire. Parce qu'au final, il accepte. Donc le Pistolet tue le piano. Ouais. Et le Bill Bokeh retourne auprès de la jeune demoiselle pour essayer de voir comment elle va. Et elle est en pleurs parce que son copain est mort. Elle lui dit mais non, mais je pensais que tu serais heureuse maintenant qu'il est décédé. Et elle lui dit non, j'ai plus envie de vivre. Mais toi t'es un Bill Bokeh, t'as une corde, est-ce que je peux me pendre avec? Putain, il est deep votre truc. Voilà, c'est ça. Et lui, il est non mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Elle lui dit non mais s'il te plaît pour moi. Il dit non mais je peux pas faire ça. T'as pas de tête. Et c'est la fin. Voilà. J'y pensais en même temps, je voulais sortir la vanne et il m'a pris de court, tu vois, j'ai fait mais elle a pas de tête, comment ça va niquer les cervicales là? C'est exactement ce qui se passe. Donc résultat voilà, et ça se conclut là-dessus parce qu'on voulait une fin un peu... Mais c'est une tragédie grecque votre truc, c'est horrible. Peu, ouais. Oui, tout à fait. Ça se finit dans le pleur et les larmes. C'est ça. C'est vachement versant psychanalytique. Ah, complètement. Et il aime les histoires sociales, Fred, hein, donc voilà. Hein. Alors l'idée c'était ensuite de dire les pornos aussi, il adore les pornos. Ça, le social et le porno. C'est un des rares mecs que je connais qui a encore plein de pornos sur son disque dur. Il dit non au streaming. Le mec, une fois, il m'a sorti sa collection. Tu vois, genre une dizaine de disques durs. C'est à ça qu'on reconnaît les vieux de la vieille, tu vois. Avec des vignettes et tout. C'est classé. Un mec rare. Et il me dit tu veux quoi? Et il a tout gardé depuis que... Gravé sur des VHS. Depuis qu'il a plus téléchargé du porno. Et tu as choisi celui avec les tortues. Exactement. Voilà. Putain, tu l'as jamais vu la vidéo là? Si tu me l'as envoyée. Elle est tellement drôle cette vidéo. Qu'est-ce que tu m'as envoyé l'autre fois? Franchement, je vois cette vidéo, elle m'excite. J'ai envie d'être la tortue. J'ai envie d'être maman tortue. Carrément. J'ai envie d'entendre son souffle de plaisir, son râle juste derrière mon oreille. Sans vouloir écouter ça. Je te montrerai tout à l'heure. Non mais je l'ai déjà vu la vidéo. Non mais j'ai déjà vu la vidéo parce qu'une des passions de Ganesh, c'est d'imiter les tortues qui baisent. Vous sur internet, si vous l'avez pas vu, tapez Turtle Sex. Je pense que c'est la première sur YouTube. Et c'est un beau moment de biologie. De biologie. Non mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. SVT on YouTube. C'est de l'amour. Attends, mais lui, quand il monte ses pornos, tu sais, c'est de la biologie. T'es sûr que le poirier japonais c'est de la biologie? Le Dirty Sanchez c'est de la biologie? Gros bâtard. Si vous savez ce que c'est le poirier japonais, je suis désolé pour vous, véritablement. C'est quand le partenaire se... C'est dans South Park. Mais oui, c'est dans le film South Park. Et après les gamins, ils mettent sur l'ordinateur, ils se rendent compte que c'est la mère de Cartman qui fait ça. Avec un Allemand. Avec un Allemand. Ya. C'est quoi ce gros Allemand? Mais c'est pas ta mère, Cartman? Non, c'est pas ma mère. Oh merde.
C'est parfait, c'est juste parfait. Bon, si on revient un petit peu à nos moutons, oui, on digresse. L'idée, c'était, pendant qu'on le faisait, de montrer un petit peu 2-3 techniques de tournage. On a expliqué un petit peu ce qu'on a utilisé comme matériel. Alors, bien sûr, quand on dit, pour montrer aux gens qu'on peut faire des vidéos avec pas beaucoup de moyens, bon, évidemment, le matériel qu'on a emmené, c'est un peu du matériel, un peu pas mal, quoi, mais... on peut faire pareil avec n'importe quel autre matériel. Clairement. Quasiment. Il y a des trucs qui sont beaucoup plus accessibles que ça. Après, c'est parce que Fred, lui, possède... Bon, c'est celui qu'on a, donc on l'a utilisé. Voilà. Par exemple, SLG, c'est pas tourné avec ça. Oula, pas du tout. Non. SLG, c'est une émission très très cheap, en réalité, qui a commencé très très cheap. Bon, maintenant, il y a un peu plus de moyens. Mais quand je réponds aux questions généralement du public concernant mon matos, j'ai pas du matos qui vaut très cher, j'ai pas de 5D ni de 6D ou de... J'ai un petit caméscope que j'avais acheté il y a 2 ans j'étais allé sur le site Les Numériques parce que j'y connais rien là-dedans. Non mais pour un caméscope, il a quand même une bonne qualité, je trouve. Ouais, vraiment. Il a la lentille qui flotte. Et il a une steady intégrée. Et ça, c'est vraiment cool. Après, en termes de chiffres, parce que les gens aiment bien les chiffres, mon caméscope, il vaut 1000 €. Il vaut 1000 € tout rond, sachant que depuis le moment où je l'ai acheté depuis le moment où je l'ai acheté, il y en a d'autres qui sont sortis et j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles moins onéreux. C'est vraiment le gros problème quand on commence à faire de la vidéo, c'est à la fois l'image, mais on peut récupérer des trucs qui ont de la très très bonne qualité, qui sont pas excessivement chers. Et ce que la plupart des gens oublient, c'est le son. Le son, c'est vachement important. Le son, c'est le plus important. C'est le plus important. On peut avoir une image dégueu, si ton son est correct, ça passera. Et si ton son est horrible, tu peux avoir la plus belle image du monde. Ça passera jamais. Le truc sera vraiment... Ça sera pas regardable du tout. Ce qui va être notre gros problème demain, parce qu'on a enregistré tout ça au milieu du monde qui parlait, toutes les voix et tout. Ouais. Donc on va s'amuser. Ouais. On va s'amuser au montage. Après, il y a ce que je fais cette année, c'est les mixages. Mais mixage, je peux pas le faire parce qu'il faut s'y connaître aussi là-dedans. C'est hyper chaud de faire du mixage. T'as des plugins intégrés qui te permettent d'enlever le bruit de fond, des trucs comme ça, mais le rendu est pas toujours très très satisfaisant, quoi. Ouais, mais après, c'est vrai que des débats sur la vidéo, et justement sur les moyens de la vidéo, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'aussi, Fred pourra confirmer l'information, c'est qu'il y a... moi, quand j'ai commencé de regarder un peu les prix des caméras, c'était il y a 10 ans, peut-être un peu moins, peut-être 9, 8 ans, ça valait une fortune. Maintenant, les prix ils n'ont pas été divisés par 2, mais presque. Ça a beaucoup baissé. Hein. Ça a beaucoup baissé. En plus de ça, pour une centaine d'euros maintenant, 100-150 €, t'as un caméscope qui te fait une belle image en Full HD, un truc de qualité. Après, c'est sûr que tu pourras pas faire des courts-métrages de ouf avec, mais un programme type émission, type... Enfin, je dis que tu peux pas faire de court-métrage, tu peux vraiment là où tu pars dans les travelling ou des rails ou des trucs vraiment chauds, tu vois. Oui, mais ça, c'est du matos externe. Mais tu peux faire du champ contre champ classique. Mais oui, et ça fonctionne très bien parce que je pense que c'est pas la qualité de la caméra qui compte, c'est la qualité du propos. Et surtout aussi sur, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que si on travaille sur la plateforme YouTube, ça a beau prendre en compte le 1080p et aujourd'hui le 50 fps, voire le 60. C'est ultra compressé. C'est compressé de ouf, et c'est-à-dire que ta vidéo, sur ton ordinateur, t'auras beau prendre un matériel de dingue que tu peux présenter dans des salles de cinéma sur grand écran parce que ton fichier est trop bien. Ton fichier, tu l'envoies sur YouTube, il va se faire compresser par la machine YouTube. Certes, ton truc sera joli, mais il sera jamais aussi joli que sur ton ordinateur ou sur ta télé. Il y a une solution. Et la solution, elle s'appelle Vimeo. Vimeo, c'est le seul site d'hébergement vidéo qui ne compresse pas les vidéos. C'est-à-dire que si tu sors un rendu 4K, il te le publiera en 4K. Ouais. Après, tu peux aujourd'hui mettre de la 4K sur YouTube, mais c'est quand même de la 4K compressée. Quoi. C'est quand même, il y a quand même un souci derrière. De toute façon, YouTube, après, c'est la logique YouTube. C'est une machine. Il faut que ça aille vite. Il faut qu'il y a des milliers de vidéos par jour. Ils font des économies d'échelle, quoi. Il faut qu'ils compressent. Ils ont pas le choix. Je veux même pas imaginer la taille des serveurs de YouTube. Ça doit être un bordel. Mais mec, ça doit être des étages et des étages et des étages de serveurs. T'imagines un jour tout plante ou tout explose? Ça veut dire que tout YouTube recommence à zéro. Tout le travail qu'on aura fait pendant des années. Je viens d'avoir une vision d'horreur. La parano, la. Parce que t'as pas gardé toutes les vidéos. Moi je garde tout. T'as gardé tous les vidéos de SLG depuis le premier. Ouais.
on a la même parano. Ouais. On a vraiment la même parano. Bah, je fais pas confiance à YouTube, je fais confiance à personne. Je fais même pas confiance à mon disque dur. Donc je le duplique tous les jours. Ah ouais, bah j'ai des copies à peu près partout. J'ai quelques copies en Russie, sur des serveurs cachés, tu vois. Tu vois. Rarissime. Tu sais, comme tes pornos, quoi. Exactement, c'est là qu'on les range sur les mêmes YouTube. Sur YouTube, ouais. Putain, l'horreur. Et les épisodes non censurés, parce que moi aussi je tourne à poil. Les vêtements que j'ai, je les ajoute en post-prod. Et j'en chie, hein. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Poil de panda un par un. Non, c'était un noir, fallait mettre. Oh merde. Le mec qui fait le montage le plus long de l'univers pour s'incruster des vêtements, quoi. Ce serait vraiment génial, quelqu'un qui fait ça. Alors, disons qu'on le peint en vert totalement. Oh putain, ouais. Et après, on l'incruste. Naya, tu es demandé. Je crois qu'on t'appelle. On a tout tourné et on a les voix. Donc le message qu'on a à vous dire, c'est que comme le serveur laquait, ils en ont ouvert un deuxième. Donc si jamais ça lag chez vous, rechargez la page et ça devrait plus laguer. Voilà. Ça laguait. Il y avait du Refresh. Donc voilà, on a tourné ça et puis c'était cool parce que Fred et moi, sur nos deux chaînes respectives, Fujix Guru et In The Panda, on fait de la fiction tous les jours. Et donc ça nous intéressait de partager ça avec les gens et puis vous montrer que c'est pas... On a commencé avec des trucs ultra cheap, toi et moi, forcément. Toi, t'as connu l'époque des VHS gravés, de ce genre de choses. Moi, j'ai connu l'époque des petits caméscopes à 50 € qui font une qualité dégueulasse, etc. J'ai connu le cinéma, monsieur, avec du film, moi. T'as tourné déjà en film ? Pellicule, moi. Ouais. Putain, c'est beau. Mais dessus aussi, même. Le Super 8, ouais, bien sûr, ouais. C'est génial, le Super 8. D'ailleurs, il y en avait un l'année passée pendant le festival des Geek Ferries, pas on the web, mais il y en avait un qui était la Super 8. J'avais partagé le film qu'il avait fait. Ouais, c'était trop mignon. Et c'était marrant parce qu'on aurait dit Geek Ferries de 72, tu sais. Ça faisait vraiment le rendu du... Du coup, en fait, il manquait la musique de Woodstock. Voilà, c'est ça. On avait commenté la vidéo, on avait parlé de ça, ouais. On aurait dit qu'on... Ça manquait d'orgie aussi, si on parle de Woodstock. Vas-y, me provoque pas. Venez aux prochaines Geek Ferries, je sens que le programme va être rigolo. Il y aura de la boue et des gens à poil. Voilà, yes. De la boue, des gens à poil, du rock et Jimi Hendrix. Véritablement, vivant. Ah, là, on est en train de travailler dessus. Ouais. On est en train de le recréer en post-prod. C'est un peu galère. En hologramme, tu sais, comme pendant les concerts. Comme Tupac qui avait été recréé en hologramme. Ouais, Michael Jackson aussi. Toi, t'as vu le dernier épisode de South Park? Exactement. Putain, qu'est-ce qu'elle était bien cet épisode. Meilleure saison de South Park ever. Ever, vraiment. Mais vraiment, si vous avez pas eu la dernière saison de South Park, c'est la meilleure qu'ils ont jamais fait. Du génie. Ils arrivent à se renouveler encore aujourd'hui, c'est hallucinant. Je pense honnêtement qu'ils ont changé les auteurs. Ils ont pris des auteurs qui sont tellement 21e siècle, ils ont dû prendre des... Mec, non. C'est toujours eux. Mec, depuis... En fait, au départ, les 3-4 premières saisons étaient écrits par Trey Parker et Matt Stone. Ouais. Maintenant, Matt Stone vient... en fait, ce qu'ils ont, c'est... T'as pas vu le documentaire qu'ils ont fait sur la création d'un épisode? Mec, je te conseille, ils ont fait un documentaire qui dure 50 minutes où ils expliquent comment ils créent les épisodes. En fait, l'épisode doit sortir le samedi. Et le lundi, il est pas fait. Résultat, le lundi, mardi, ils font des réunions pour réfléchir. Donc, t'as Trey Parker, Matt Stone, qui sont les créateurs originels. T'as un autre mec qui vient du Saturday Night Live, des gens comme ça qui discutent sur les sujets d'actualité. Et en même temps, ils envoient des idées aux gens, ils enregistrent les dialogues et tout. Et souvent, l'épisode doit sortir le samedi soir et ils le rendent le samedi à 16h. Parce qu'ils viennent de finir l'épisode. Et c'est Trey Parker qui écrit tout. C'est Trey Parker qui écrit et réalise tous les épisodes, et ce depuis la saison 5. C'est un génie alors. Oui, c'est un génie. C'est des choses qui t'inspirent, ça? South Park, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Enfin, là, la dernière saison, c'est complètement dingue. Le type d'humour de South Park il a changé. C'est les premières saisons, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est quand South Park ont commencé à j'aime pas ce mot, mais se politiser entre guillemets. Parce que vraiment, les premières saisons, c'est vraiment de l'absurde, du pipi caca, mais même dans les dernières saisons, South Park, ce sera toujours pipi caca. C'est vachement Monty Python, un peu comme humour. Et après, ils ont eu un virage à un moment, sans doute avec la vieillesse, tu vois, et ils ont commencé à prendre position ultra satirique sur des sujets politiques aux États-Unis. Donc c'est sûr qu'il y a des épisodes qui, si tu connais pas trop l'histoire des States, ça te parle pas vraiment. Par exemple, Zimmerman. Le truc de World War Z. C'est drôle. Si tu connais pas l'affaire Zimmerman, c'est vrai que tu vois l'épisode et tu comprends pas. C'est Zimmerman, pour ceux qui nous regardent et que vous connaissez pas, c'était l'histoire donc Zimmerman qui habitait en Floride dans une banlieue américaine et qui faisait partie d'une espèce.
Ils appellent pas ça milice, ils appellent ça garde de nuit, garde citoyenne. En gros, c'est les citoyens qui habitent dans la banlieue, une riche banlieue blanche, qui passent la nuit donc à tour de rôle pour regarder s'il n'y a pas des super brigands qui viennent voler leurs enfants et violer leurs femmes. Et du coup, des super brigands de préférence pas blancs. Ah ouais, de préférence afro-américains. Voilà. Et du coup, Zimmerman a croisé un type de 17 ans qui allait voir son père. Et lui a tiré dessus, et en fait il est passé en tribunal, et en fait en Floride, c'est la joie de la Floride, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle défendre son territoire. En gros, t'as le droit de tuer quelqu'un si t'es sur ton territoire. On dit que c'est de la légitime défense. Parce que le mec de 17 ans qui l'a tué, il faisait rien, il était pisse, il était pas armé. Et du coup, Zimmerman a été relaxé, et en fait, South Park, qui sont des génies comme d'habitude, ont fait un épisode là-dessus qui reprend World War Z, le film de zombies. Et en fait, c'est Cartman qui a hyper peur que les blacks deviennent complètement fous tels des zombies, parce que à chaque fois il y a des non-lieux, à chaque fois qu'il y a des crimes entre guillemets racistes. Tu vois. Et cet épisode, il est fou. Enfin. Genre l'avion qui va se cracher 3 fois comme dans le film, c'est que la scène absurde de World War Z, film d'ailleurs que je n'aime pas du tout. Pire film de zombie ever, je pense. Ever. Je suis bien content parce qu'il y a des gens qui l'aiment bien ce film. Mais je ne comprends pas. Mais alors que c'est un film, pour moi World War Z c'est un film qui n'est pas un film de zombies. Parce que j'avais imaginé le même film, sauf que tu enlèves tous les zombies et tu les remplaces par des chihuahuas. Et vraiment, ça fait exactement le même effet parce que c'est pas le zombie qui fait peur, c'est l'effet de masse en fait. Ouais. Donc ce serait un effet de masse avec des asticots, bah ce serait exactement la même chose en fait. Ce serait exactement le même rendu. Je sais pas, en fait, World War Z, il a pas, enfin le film, hein, il a pas respecté un truc qui est hyper important dans les films de zombies ou dans le survival horror en général. Ils ont pris des codes qui étaient les codes des années 90 pour le survival horror et les ont appliqués au 21e siècle. Je m'explique. Une scène toute bête. À un moment, ils sont en Corée du Sud, dans un aéroport. Il y a Brad Pitt qui déboule en avion, comme d'habitude. C'est l'horreur. Il vient sauver le monde. Il chope une base de Marines et il dit aux Marines bon, les mecs, j'ai la solution. Je vais tous vous sauver. Les mecs, ils demandent pas plus. Ils disent ok, on te croit. Ils savent pas qui est ce mec. Enfin, techniquement, dans le scénario, il y a un type qui vient de débarquer en avion. Il dit j'ai la solution. Il y a des zombies partout. T'inquiète, fais-moi confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Premièrement. Non. Il a beau être américain et il a beau soi-disant être un type anciennement de l'armée, c'est Brad Pitt. Moi je lui fais pas confiance. Et après, tu fais pas confiance à Brad Pitt. Non mais après, c'est là où devient le pire, tu vois. Brad Pitt sort, il dit faut que je reprenne un autre avion. Du coup il se reprend un autre avion, il dit au mec défendez-moi. Et là les mecs ils sortent tous, il fait nuit, il y a des zombies partout et il dit on va le défendre. Ils montent même pas dans l'avion, c'est juste défendre le mec. Donc ils se font tous tuer, tu vois. Et dans quel univers et dans quelle galaxie il y a des types qui vont accepter, même si c'est des soldats, c'est pas leur chef, c'est pas le général qui leur a demandé, c'est un type qu'ils connaissent pas, qui vient de débarquer en avion. Mais moi j'accepte pas les mecs, parce que c'est même pas tu te prends une balle dans le crâne, tu te fais manger. Et c'est ça qu'on oublie dans les films de zombies, c'est que tu te fais manger, que la plupart des gens ont pas le goût de se faire manger. C'est pas une mort très sympathique, c'est comme brûler. Ok, prendre une balle, c'est rapide, je me suis pris une balle, oh non, ah ok. Tu préfères être mangé ou brûlé? Mais tu te fais croquer la jugulaire par 3 types en même temps, et les autres te croquent les pieds. Tu te vois te faire croquer. Moi je sors pas de mon bunker, je te dis mais démerde-toi, j'ai mes armes, j'ai mes rations de survie, j'ai de l'eau. Je suis dans une base militaire, démerde-toi avec ton 747, qu'en plus tu vas le cracher. Et tu vas t'en sortir. Non, ce film est horrible. On parle quand même d'un film qui se termine sur Brad Pitt qui sauve le monde avec du Pepsi. Hein. Et le choléra. Ouais, véritablement. Un Américain qui sauve le monde, c'est normal ça. Non, mais le film se termine avec un plan de Brad Pitt qui a fait une action méga stylée, qui est nul, hein, qui est vraiment nul. Il s'est inoculé un virus complètement au hasard parmi 1 milliard de virus et il est tombé sur le bon. Et résultat, après, il est devant une machine à Pepsi. Et tu le vois, il prend le Pepsi et il le boit. T'as une pub. C'est pas qu'il a eu le bon en fait. C'est qu'il a remarqué que les zombies n'attaquaient pas les gens malades. Oui. Du coup, il s'est mis un virus à la con, mais il savait pas. Il y avait 99% des virus. Il savait pas si c'était le sida, l'hépatite, le choléra, etc. Tu vois. Il s'est juste intégré à un truc et il a survécu. Bah tant mieux pour lui. Après. Tu sais, j'aurais bien aimé une fin différente, tu vois. Genre, Brad Pitt, il part, et là, il y a un écran noir, et depuis ce jour, il a le sida, ou un truc comme ça, tu vois. Moi, j'aurais bien aimé un film différent. Au moins un truc, une blague à la fin, parce que,
En plus, tout le délire avec sa famille, tu vois. Genre le début de World War Z. Mec, le monologue final avec sa famille est d'une nullité. C'est un des... Bon alors, il y a quelqu'un qui apporte une précision quand même. Hein. Parce que donc, il y a un flux Ask sur lequel vous pouvez envoyer des questions auxquelles on répondra chaque fois, en direct. Alors, on précise que c'est pas des zombies. Hein. C'est des infectés. Ce sont des infectés, que c'est pas pareil, d'accord. Tu vois, il y a une différence. Non, mais je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si. En fait, le zombie n'est pas rationnel, l'infecté l'est. C'est ça la seule différence qu'il y a. C'est pas une question de courir ou etc. Les zombies sont typiques des cinémas des années 80, 90, enfin plutôt 80. Quand il y aura plus de place en enfer, les morts reviendront sur Terre. C'est irrationnel, c'est une malédiction, c'est Satan, c'est toujours du 666. Les infectés, et c'est ça qui est drôle, et c'est ça où avec 28 jours plus tard on a révolutionné le truc, ou Danny Boyle, hein, je dis pas de conneries. Danny Boyle a révolutionné le truc, c'est qu'en fait il a rationalisé le zombie, donc l'humain est un loup pour l'homme, il l'a rationalisé dans le sens où voilà, c'est une grippe mélangée avec une espèce de rage, quoi. Et je suis très content que tu parles de 28 jours plus tard, parce qu'on va pouvoir rebondir sur la création vidéo web grâce à 28 jours plus tard. Parce que 28 jours plus tard est le premier film à gros budget, un peu blockbuster, etc., qui a utilisé des caméscopes, des petits caméscopes. En fait, ce qui s'est passé, alors mini cours très très rapide, en gros tu avais le cinéma danois, etc., qui commençait à utiliser des caméscopes parce qu'ils trouvaient que c'était beaucoup plus facile pour faire des mouvements de caméra un peu stylés, etc. Et donc c'était plus intéressant d'utiliser des petites caméras, mais vraiment des petits caméscopes à la con, hein. Genre d'une qualité encore plus basse que celle que tu utilises. Et ils ont utilisé ça pour tourner 28 jours plus tard, parce qu'ils devaient bloquer des rues entières de Londres et qui pouvaient pas se permettre d'avoir plein de grosses caméras. Et donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté 8 petits caméscopes, et tous les plans qu'on voit au début où t'as Cillian Murphy qui se balade dans la ville et tout, c'est des plans exceptionnels. C'est des toutes petites caméras main. D'accord. Ce qui prouve, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est pas le matériel qui compte. Parce qu'au final, un film comme 28 jours plus tard, qui transmet un message fou avec une réalisation folle... Tu sais qu'il a vieilli quand même. Je sais pas si tu l'as vu dernièrement. Si, je l'ai revu, mec. Il a vieilli un peu. Je suis toujours aussi fan, mais j'avoue que 28 semaines plus tard me fout un peu plus la gaule. 28 semaines plus tard, j'aime bien de toute façon, mais en fait j'aime pas trop j'aime pas trop les enfants héros. C'est pas des enfants héros. Gave. Mais mec, la scène d'intro de 28 semaines plus tard est tellement folle. La scène d'intro, elle est géniale. Elle a été réalisée par Danny Boyle d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Il a réalisé juste ça, je crois. C'est pas. Faut vérifier l'info, mais je suis quasiment sûr. Je savais pas du tout. Je pensais que c'était justement le réalisateur qui avait fait en entier. C'est soit il l'a réalisé, soit il était, il l'aidait. Parce que cette scène est dingue. Cette scène est complètement folle. Et justement, le propos aussi de 28 jours plus tard, le propos de l'univers zombie en général, qui est un univers absolument fantastique, c'est toujours cette histoire de trahison. Tu vois, on fait pas mieux comme trahison que le début de 28 semaines plus tard, qui est la trahison la plus parfaite qui soit. C'est-à-dire. Enfin, je sais pas si je peux le spoiler, tout le monde l'a vu ou... Non, je pense que c'est une très très mauvaise idée de le spoiler. Ouais, moi je spoilerai pas. Mais tu vois, dans Walking Dead... qui est la pire série de tous les temps. Qui est la pire série de tous les temps, mais un très bon comics. Il y a des histoires de trahison, mais même dans les séries qui est ultra critiquable, et je vais pas passer, parce que je pourrais passer 45 minutes à dire que c'est une mauvaise série. Walking Dead ? Oui. C'est la pire adaptation de comics ever. Mais que je regarde quand même. Genre Daredevil est une meilleure adaptation de comics que Walking Dead. Ouais. Mais tu sais pourquoi je regarde Walking Dead quand même? Pourquoi? Parce que j'adore les zombies, tu vois. Et je kiffe les voir, je kiffe cet univers, je kiffe. Mais ils sont tellement sous-représentés. Je kiffe Walking Dead. Ouais, mais il y a quand même ce truc dans la saison 4 qu'ils essayent de faire, mais pas assez poussé parce qu'ils peuvent pas mettre à l'écran ce qu'il y a dans le comics. Ils ont détruit la totalité des personnages du comics. Tu l'as lu le comics? Moi, en fait, j'ai commencé par regarder la première saison. Ouais. Et j'ai commencé à lire les comics. La première saison est très très bien. J'ai commencé à lire les comics au moment de la deuxième saison. J'ai commencé à lire les comics. Le dernier épisode, non, non, le labo, tout le passage sur le labo. Oui, c'est le dernier épisode, le labo. La première saison, elle est en 6 épisodes. Les 3 premiers épisodes respectent le comics à mort. Tout à fait. Et après, les 3 derniers ne respectent pas le comics. Ça devient n'importe quoi. Mais non, il y a Daryl déjà, donc ça respecte. Non, et tu sais pourquoi ça ne les respecte pas? Encore pire, c'est parce qu'ils ont eu besoin, et ça je trouve ça fou, de faire 3 épisodes dans un labo pour t'expliquer qu'en fait le virus zombie se transmet. Ok. C'est parce que ça lag et parce qu'il y a énormément de monde sur le sur le stream. Ils ont été obligés de te faire 3 épisodes pour t'expliquer pourquoi le virus. Oh non, même pas pourquoi, juste pour te dire en fait le virus se transmet dans l'air et même si tu meurs normalement, bah tu vas te transformer en zombie. Dans le comics, ils ont fait ça en 3 pages.
Non, c'est pas du spoiler. C'est un peu du spoiler. C'est pas du spoiler, c'est juste le pitch. On apprend ça un peu plus tard, mais effectivement. On apprend ça dans le premier tome. Mais eux, ils ont eu besoin de faire 3 épisodes de 40 minutes donc, pour un truc de 3 pages. Donc tu vois, tout à l'heure il y avait l'indistinction zombie infecté. Walking Dead, ce sont des zombies. Parce qu'on a beau dire que dans le comics d'ailleurs, ils en parlent pas. Hein. On sait pas vraiment ce que c'est. Non, ils appellent ça les marcheurs. Les marcheurs. Ouais. Oui. Mais quand je te dis on sait pas ce que c'est. C'est pour ça que Walking Dead, on sait pas la cause en fait. Ça peut très bien être un virus, comme ça peut être Satan, tu vois, comme dans Rec. Tu vois. Mais c'est pour ça que dans Walking Dead, tellement spoilé Rec. Ah bon allez, c'est l'heure du spoiler. Tellement spoilé. Allez, on est parti sur Game of Thrones. Avec la plus grande violence de l'univers. On est parti sur Game of Thrones. Non mais t'as même pas spoilé Rec 1, t'as spoilé Rec 2. Ouais, mais après non, mais au bout d'un moment aussi le spoiler Rec 3 qui est pas sorti. Au bout d'un non, il est sorti. On devrait faire une règle. Il est sorti. Tu déconnes, Genesis, il est sorti il y a 3 mois. Je suis désolé. Je suis désolé, on devrait faire une règle tacite pour les films à spoiler. C'est-à-dire que le 6e sens, je suis désolé, il est sorti il y a assez longtemps pour que je dise la fin du 6e sens. Du coup, on devrait mettre une règle tacite des 5 ans. Au bout de 5 ans, s'il a pas vu le film, mais c'est de sa faute, tiens. Donc ça veut dire qu'on peut spoiler la première saison de Game of Thrones? Mais bien sûr, Ned il meurt. Oh merde. Merde. Non mais attends, mais si t'as pas vu... On est désolé. Alors, en plus ça lag et en plus vous bouffez du spoil. C'est vraiment l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Non mais non mais vraiment, on devrait établir une règle comme ça, où les gens ne pourraient rien dire, tu vois. Où c'est normal que... C'est au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire genre que Dark Vador est le père de Luke. On a le droit. Alors là, on a tout à fait le droit de le dire. Mais tu sais qu'il y a des gens, quand tu le dis sur internet, ils t'insultent. Hein. Et pourquoi j'ai pas vu Star Wars? Eh ben tant pis. Ben, Laurent est éclaté de rire derrière. Mais au contraire, c'est à toi d'insulter la personne parce qu'il a pas vu Star Wars. C'est pourquoi il vient faire sa princesse alors qu'il a un énorme trou dans sa culture. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des visions là d'un coup. Heureusement que j'ai dit culture. Un énorme trou dans ce... Normal que Mathieu ne lit pas les commentaires. Si, je lis les commentaires, mais... Alors, c'est un peu le bazar on en nous fait. parle de Tarantino. Ton film préféré de Tarantino? Le meilleur film de Tarantino de tous les temps, c'est Reservoir Dogs. Non. Et je suis prêt à débattre dessus pendant 1h30, mais je ne le ferai pas parce que c'est une vérité. Mais c'est vrai que c'est ton réalisateur préféré, il me semble. C'est mon réalisateur préféré et Reservoir Dogs est mon film préféré. Moi, c'est Inglourious Basterds. T'aimes pas Inglourious Basterds? Tu n'aimes pas? C'est pas ça. Ça gueule là-bas. Il y a quelqu'un qui vient de mourir par là-bas. En fait, le problème que j'ai avec Inglourious Basterds, c'est que je trouve que c'est le film le plus grand public de Tarantino. Ce qui n'est pas un souci en soi, mais tu regardes tous les autres films de la filmographie de Tarantino, t'as soit de la narration qui est complètement éclatée, soit des personnages totalement atypiques et pas du tout communs au cinéma mainstream. Et je trouve que même si t'as toujours cette narration un peu éclatée, il est beaucoup plus facile de rentrer dans un film comme Inglourious Basterds que de rentrer dans Pulp Fiction ou Jackie Brown ou Reservoir Dogs. Et c'est vraiment Inglourious Basterds qui a un peu relancé Tarantino parce que Kill Bill, la deuxième partie de Kill Bill, c'est un truc tellement atypique et cinéma indépendant western qu'on voit pas. Moi, Kill Bill, par exemple, je me suis fait un peu chier. Mais après, c'est une question de goût, tu vois. On aime sûrement pas le même cinéma, tu vois. Bah non, on aime pas toujours plus tard. Mais on aime pas toujours plus tard. On se retrouve sur nos classiques. Mais pour le coup, voilà, Reservoir Dogs, pour moi, il est fou parce que, mec... Mais après, j'adore Reservoir Dogs aussi. On peut rebondir, parce qu'on est quand même sur la création vidéo, et depuis tout à l'heure, on parle cinéma, mais c'est une performance d'écriture. Encore une fois, comme on disait, on parlait de tourner avec ce qu'on a. Reservoir Dogs, c'est un huis clos. Donc les mecs, ils ont juste tourné dans un hangar, et toute la force du scénario, c'est juste des gars en costard qui discutent dans un hangar. Et le film tient 1h30 là-dessus sans aucun souci. Ce qui prouve bien, pour ceux qui voudraient se lancer dans la vidéo ou quoi que ce soit, qu'il est possible, je suis très fort en transition, hein, merci, c'est qu'il est possible de... Parce que Victor, il pose les questions, il fait les réponses en même temps, tu vois. C'est quand même parfait. C'est parce que j'ai eu ton regard et j'ai lu ton regard, tu vois. Il est possible, même si t'as juste un hangar et des potes en costard, de pouvoir faire une œuvre qui marquera le cinéma à tout jamais. Après, il faut avoir le talent de Tarantino. C'est vrai. Voilà. Alors, après, on me pose une question à moi. Papa de l'internet, comment s'appelle l'excellent acteur qui est à la fin de ta vidéo? C'est grave, celui qui a un cancer. Vraiment. Il joue super bien. Alors, il s'appelle Laurent et il est là. Viens mettre ta tête, Laurent, devant. Là. Non, c'est pas une blague. Elle est vraiment là, la question. Elle est là, hein. C'est pas une blague. Vraiment là, elle est vraiment là, la question. Elle est vraiment sur le H. Voilà. Donc tu as beaucoup de chance parce qu'il est juste là. Non, c'est toi qui l'as posé. Donc en fait, Laurent, c'est pas possible. Putain, j'y crois pas. Il essaie de jeter des fleurs. Attends, je pense qu'il y a plein de nouvelles questions parce que ça, c'est les questions qui correspondaient à ce dont on parlait. Il faut que tu cliques sur 16 là. Au tout début. Attends, regarde. Hop. Voilà. Salut Mathieu, je m'appelle Émilie, je suis une de tes jeunes fans. J'ai une petite question. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Est-ce Maître Panda? Oulala.
Quelqu'un de préféré? J'ai toujours du mal avec les tops. J'ai des groupes, mais... T'as pas de film préféré, par exemple? Ah, mais là, c'était un chanteur? Oui, non, mais je veux dire, même dans c'est la notion de préféré qui te gêne ou juste par rapport à la musique? Ouais, c'est la notion de préféré qui me gêne. Parce qu'en fait, je vais changer en fonction du temps. Des fois, je vais avoir un film ou un groupe qui me rend fou. Ou peut-être une série qui me rend fou, mais genre 6 mois plus tard, bah, j'aurais changé. Et en fait, je crois pas que, surtout dans le cinéma ou dans la chanson, on ait besoin de faire des podiums, parce que les films qu'on regarde ou la musique qu'on aime, ben, nous correspond à un moment donné de notre existence, etc. Je vais tomber dans une logorée verbale insoutenable, mais beau ce que tu dis, tout ça pour dire que je sais pas. C'est comme quand on me demande ton type de musique préféré. Bah ouais, bah hier c'était le rap, aujourd'hui c'est le métal, demain ce sera un peu de musique classique. Je crois pas qu'on a vraiment besoin de s'enfermer tout seul dans des cases, et justement dire qu'on a quelque chose de préféré, c'est peut-être s'enfermer soi-même dans une case, donc non. J'aimerais dire que tu te fais insulter par des gens qui ont 14 ans et qui regardent actuellement le stream et qui disent à 14 ans on ne peut pas avoir tout vu, donc merci de ne pas spoiler le 6e sens. Eh ben va regarder le 6e sens, vite. À 14 ans, dépêche-toi, t'as 20 secondes. T'as 20 secondes. Et la fin du 6e sens? Non. Non mais... Je vois des gens qui sont morts. Sérieux, ils l'ont mis dans la bande-annonce? Spoiler! Putain, c'est une honte. Ah bah oui. Ouais. Putain. Hop, alors attends, on a 8 nouvelles questions là, au passage. Alors Laurent, t'as posé lesquelles? Ah tiens, ça c'est intéressant. Mathieu, tu avais annoncé une nouvelle émission il y a quelques mois. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. Merci de ta réponse. C'est toujours d'actualité, mais je suis quelqu'un qui aime bien prendre mon temps et d'un peu perfectionniste, donc ça sortira quand ça sortira, et je tease pas plus. En fait, je pense que quand ça va sortir, vous le saurez une semaine avant. Ouais. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'annoncer des trucs avant, et c'est déjà arrivé à des copains sur internet. Si tu teases trop, tu te fais teaser par le teaser, tu vois. Tu te fais manger par lui-même, et après t'es foutu, tu vois. Et les gens ils disent ah, c'est nul, en fait c'est nul, ça méritait pas des explosions et des paillettes partout. Je vois aussi dans les questions depuis tout à l'heure que des gens pètent un câble sur le fait que tu portes une casquette. Ouais, je porte une casquette. Voilà. Alors que c'est une très belle casquette. Bah j'aime bien ma casquette. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui voulaient voir tes cheveux. Ouais, j'ai des cheveux. Ouais. T'as des cheveux, mec? Ouais, ils ont repoussé maintenant. Poussé un peu, hein. Fou. Le choc quand je t'avais vu sans cheveux là. Ouais, j'ai pas trop aimé moi, mais bon. Sérieux? C'est une époque révolue. Ouais, non, Okay. Bah, c'était la première fois que je me rasais de ma vie, quoi. J'aime dire ce petit adage un petit peu particulier que je n'avais pas eu les cheveux si courts depuis le moment où j'étais sorti du vagin de ma maman. Et c'est une histoire vraie. Donc j'ai toujours laissé pousser mes cheveux, mais je me suis jamais rasé de ma vie, et je ne recommencerai pas. Sauf si je suis obligé. J'ai vécu la même expérience il y a un mois quand je l'ai rasé moi aussi. Mec, je portais les cheveux longs genre depuis 4 ans. Ouais. Et quand je suis passé au crâne rasé, j'ai fait putain, ça fait peur, quoi. Mec, tu te fais peur dans le miroir, c'est ouais, vraiment grave, affreux, le matin, tu te regardes dans la glace, tu fais yo mec, non, c'est cool. Non, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Reviens dans un mois s'il te plaît. C'est vraiment l'horreur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question un peu intéressante? Je te déteste, Fred. Je te hais, mec. De quoi? Ah non, je disais à Fred que je le déteste. D'accord. Alors attendez, parce que là, c'est des questions qui sont compliquées à répondre et un peu vagues. Voilà. C'est bien si vous recentrez un peu sur le sujet de ce soir, ça vous permet de trier un peu les questions. Exactement. C'est pour ça que j'essaye. On dirait un vieux Mathieu. Enlève ta casquette. Un vieux, mais je t'emmerde, yo. Ah bah tiens, vu qu'on parlait de création vidéo, on peut rejoindre un peu... Vu qu'on parlait de création vidéo, on peut repartir sur un truc qui est... Oh putain. Voilà. Yo, pose un rap, yo. Vas-y, je te fais le beat. On avait fait quoi quand on avait fait Je suis vraiment pas contre toi, Fred. Vraiment. Mais ça ne te va pas. C'est vrai. Vraiment. Je pense qu'à partir d'un certain âge, la casquette à l'envers, il faut éviter. Ça fait plusieurs fois. À partir de 2 ans, je crois. Même les types de mon âge qui ont une casquette à l'envers, j'approuve pas. Tu veux pas porter la casquette à l'envers? Tu sais, les grosses casquettes où il y a marqué swag, tu vois. Moi, j'ai direct envie de les attaquer aux côtes dans la rue, tu vois. Et je sais que la violence n'est pas une finalité. J'ai pas de couteau sur moi, mais j'aimerais, tu vois. J'aimerais. Pourtant, ça me titille, quoi. Il y avait une question qui rejoignait un peu la création vidéo. Oui. Et on te demandait un peu quel contenu tu appréciais sur Internet, toi. Qu'est-ce que tu regardes sur l'Internet français? Quel contenu t'intéresse dans la création vidéo de l'Internet mondial ou français?
L'internet français, relativement en fait tous ceux que je suis sur Twitter. En fait, j'aime pas aussi cette question parce que j'ai peur d'oublier des gens tout le temps. Mais je regarde relativement la même chose que tout le monde, donc mes classiques, Joueur du Grenier, Antoine, Link the Sun. Je regarde les deux Gus qui sont ici. J'oublie des gens tout le temps, mais non, je regarde ce qui se passe sur Internet. J'aime beaucoup la nouvelle chaîne de la French Nerd, de French Balls qu'ils ont sorti. Je trouve que c'est du génie à l'état brut. Je regarde pas trop tout ce qui est, pour être clair, je regarde pas trop tout ce qui est Golden Moustache, Bagel. Tuto Make-up, tu m'as dit que t'aimais bien. Ouais. Tuto Make-up, je regarde beaucoup parce que ça m'aide un petit peu pour mes soirées. Tu regardes pas les courts-métrages de Golden Moustache? Il y a pourtant des trucs vachement intéressants. Je sais qu'il y a des trucs trop cool, mais en fait, j'ai pas pris le temps de regarder. En fait, j'ai loupé le coche. Mais il faudrait que je m'y mette pendant un soir. Il y a d'autres gens que je regarde pas. Je regarde rarement le podcast. Là, ce temps-ci, je regarde des séries. Mais après, sur Internet, c'est tellement large. Faut se regarder de films, Axolot, etc. Enfin, tu préfères, on parlait de création vidéo, tu préfères un contenu qui est plus porté sur la fiction ou sur l'émission, toi, sur Internet? Les deux, honnêtement les deux. L'avantage d'une émission, c'est qu'en fait c'est cadré, donc c'est aussi l'avantage et le désavantage d'une émission. C'est-à-dire qu'avec une émission, quand tu vas la regarder, au moins tu sais où tu vas et tu sais ce que tu vas regarder et tu sais généralement que tu vas pas vraiment être déçu, tu vois. Avec de la fiction, ça peut très rapidement ne pas être ta tasse de thé, mais après ça c'est du goût de chacun. Et que ça soit c'est généralement sur le script, moi, que ça me parle pas. S'il y a certaines fictions qui vont pas me parler, c'est généralement sur le script. D'accord. Salut les gars, dans la création vidéo, pensez-vous que les indépendants d'internet seront un jour mieux vus par les médias traditionnels? Ah, on en a parlé cet après-midi, ça. Mieux vus, je sais pas si on est mal vu, je crois qu'on est simplement invisible. Après, la vie est une balance et quand on voit que des gens qui sont très très indés sur Internet commencent à faire beaucoup plus de chiffres et qui ont beaucoup plus de notoriété que certains médias traditionnels, tout est une histoire de balance. On commencera à exister pour eux quand on leur marchera sur les pieds involontairement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'exister? Mais est-ce qu'on a besoin d'exister? Non, parce que ça, en fait, Internet, enfin le média indépendant qu'est Internet, on a notre petite sphère. Après, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner à l'avenir. Moi, techniquement, je serais un producteur de médias indépendants, des médias traditionnels, pardon. Et je serais un peu intelligent, j'irais ponctionner très rapidement les types qui sont sur Internet et qui font énormément de vues. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu. Oui, mais en fait c'était un double discours, je voulais pas le dire directement. Non, mais je veux dire, dans un sens, il y a des personnes de médias traditionnels, je pense à des boîtes comme Endemol, je pense à des choses comme M6, etc., qui viennent aider à la production de contenu en laissant une liberté aux créateurs qui est quand même assez intéressante. Donc au final, il y a quand même une certaine partie des médias traditionnels qui respectent ça. Je parlais pas des boîtes de prod, parce que les boîtes de prod c'est un peu à part. Je parlais vraiment des médias tradis en sens télé. Regarde Golden Moustache, je crois qu'ils sont dirigés par M6. M6, Bagel Canal. Et pourtant, un peu moins chez Bagel, j'ai l'impression, mais vraiment chez Golden Moustache, on a quand même, quand tu regardes des gars comme Flaubert, et que tu te rends compte qu'ils sont produits par M6, il y a quand même les médias traditionnels laissent quand même une grosse liberté. Mais en fait, là, tu es en train de comparer. Je classe pas Golden Moustache ni Bagel dans les médias traditionnels pour la simple et bonne raison que si leur production vient de la télé, eux en restent pour autant des gens qui travaillent sur Internet. Ils ont certes des obligations qu'on vont leur imposer en termes de format, en termes de contenu, la télévision, mais ils ont quand même une liberté d'écriture et une liberté de faire qui est pas la même. C'est-à-dire que ce qui se passe sur Golden ou ce qui se passe sur Bagel, les fictions, c'est des programmes qui fonctionneront, qui n'ont pas vraiment leur place à la télévision. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand on parle de médias tradis, moi je parle vraiment des émissions, vraiment le vieux de la vieille, tu vois, genre Grand Journal ou etc. Tu vois, Et justement, quand tu regardes que le Grand Journal maintenant, on a un truc qui s'appelle le Before, et que le dézapping du Before est fait par des gars qui viennent du web, avec en plus
une grosse liberté de ton. J'ai l'impression que les gars du Bagel font à peu près à 90% ce qu'ils font sur le web à la télévision. Il y a quand même une ouverture de la part de Canal à ce niveau-là. Ouais, mais après la question de base c'était n'avez-vous pas peur que les médias traditionnels vous récupèrent, etc. etc. Est-ce que c'est de la récupération ou est-ce que c'est juste de l'aide pour essayer de... Après, de l'aide, le monde est altruiste, monsieur. Ouais, non, la philanthropie, on a oui, c'est ça. hein. Tout le monde n'est pas philanthrope, mais... Non, le monde n'est pas altruiste et le business ne fonctionne pas avec des sentiments. Après, faut pas voir le mal partout. Ils ont un truc, ils ont une volonté de changer leur public. Ils sont allés récupérer des types sur le web. Et ce qui est normal, j'aurais été à la place des producteurs, j'aurais fait exactement la même chose. Après, il faut savoir pourquoi il y a un Internet indépendant et pourquoi il continue d'exister. Parce que personne nous a appelé pour qu'on vienne travailler pour machin ou machin. C'est ça la bonne question à savoir. Pourquoi les gens restent indépendants? Et pourquoi ceux à qui on a demandé venez travailler avec nous, pourquoi ils ont dit non? Et je répondrai pas à cette question, je vous laisserai répondre tout seul. Mathieu, est-ce que tu referais de la fiction, toi? T'en as fait un petit peu, t'as tourné dans un court-métrage. Moi j'aime bien. Feras-tu de la fiction bientôt, peut-être avec les gens à côté de toi? Ça, j'ai pas posé la question jusqu'au bout. Moi j'avais bien. J'ai bien vu que tu poses la question. Oui, de la fiction c'est prévu. C'est pas un spoil de dire ça, étant donné qu'il y a une vidéo qui sort demain à 18h, qui est un hors-série et qui sera de la fiction pure et dure. Donc à demain. C'est une question que j'ai déjà vue, donc les gens repostent les questions. Hein. Donc, tiens, alors c'est marrant parce qu'on est encore sur la création. J'en ai vu passer une. Ouais, que je trouve pas mal, qui est encore sur la création vidéo et qui rejoint ce dont on parlait sur la télé. Est-ce que tu penses que SLG pourrait être une émission qui passerait à la télé? J'ai pas terminé comme du genre Canteloup. Comme Canteloup. Comme Canteloup, parce que je trouve vraiment qu'il y a un fossé monumental. Ouais. Mais SLG pourrait être une émission qui passerait à la télé, et ça je parle de sources sûres parce qu'on me l'a proposé. Enfin, on m'a proposé un truc comme ça. Mais SLG pourrait être un truc qui passe à la télé si le format était raccourci, s'il y avait beaucoup plus d'épisodes souvent, et si les vidéos qui étaient traitées étaient vachement plus... qu'il y avait plus de vidéos et que, en gros, ce soit un chat qui chie sur la tête d'un hamster. Tu vois. Ça peut passer à la télé, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, une émission qui fait de la review de vidéos peut passer à la télé, ça existe aux États-Unis, ça continue d'exister aux États-Unis, ça marche pas énormément, mais ça reste un programme qui est un petit peu, c'est du 5 minutes, ça permet de remplir une planche horaire entre deux grosses pages de publicité. Cyprien l'a fait sur Énergie 12 à une époque. C'est ça, Cyprien l'a fait. Mais oui, c'est une émission qui peut passer à la télé, mais non. En fait, faut vraiment se poser la question d'un autre point de vue. Quel intérêt? Non, mais voilà, mais même si on oublie tout le côté contenu et le côté forme qui vont m'être imposés par une production, quel intérêt j'aurais à aller signer chez une télévision? Ça se trouve, je gagnerais encore moins bien ma vie chez eux, et en plus je serais dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire que là, si demain ça marche plus, au final, je serai un peu le seul responsable. Si demain je vais à une télé, qu'ils détruisent mon image avec un programme où j'ai plus la main mise dessus, et que si je me retrouve à avoir une très mauvaise image et faire de la merde, je serai plus le seul responsable. Si, je serai le seul responsable parce que j'ai été consigné. Donc, pourquoi aller manger dans la main de quelqu'un alors que tu peux rester indépendant? Pour d'autres personnes qui n'ont pas cette chance, et je suis pas là à taper sur les gens qui, loin de là, hein, qu'on fait un autre choix, parce qu'on a eu plein de discussions. Mais... Par exemple, j'avais une discussion avec Flaubert sur le média indépendant qu'est Internet. Tu vois, par exemple, Flaubert, lui, il est très content de bosser pour d'autres gens, tu vois, parce que il peut pas être indé, tu vois, tout simplement. Et c'est une chance qu'on a d'être indé, c'est une chance qu'on a que ça réussisse. Je vois pas pourquoi demain j'irai bosser sur une télé, surtout que connaissant, enfin, toute cette famille d'internet qui se revendique indé, on la hait cette télévision. Enfin, moi, pourquoi je hais la télévision? C'est une très vieille histoire que j'ai avec elle. C'est qu'en fait, je fais partie de cette génération. Je suis de 88. Je fais partie de cette génération qui a connu les premières télé-réalités, les premiers love stories, les premiers saloperies du genre, qui a connu les émissions type Énergie 12 à la con sur les anges, sur Morandini, sur ces saloperies-là. Et vraiment, ces gens ont complètement desservi à la fois toute une jeunesse, à la fois toutes des normes et des valeurs qu'ils ont complètement déformées sur le narcissisme, sur l'égocentrisme. Est-ce qu'ils étaient la réponse à une société
et ils étaient simplement la réponse pour faire du chiffre, ouais, peut-être, mais à ce moment-là, tu prends tes responsabilités. À une époque, il y avait Morandini qui était passé chez Ardisson en disant, avant qu'il fasse son émission sur je sais plus quelle chaîne de merde où il avait son truc Morandini, et il disait, c'était un moment où je crois il écrivait un bouquin, et il disait à Ardisson, à un moment vous allez avoir du sang sur les mains à force de traiter votre télé-réalité et de mettre des gens sur le devant de la scène et de les jeter comme une espèce de viande. Et il disait ça avant son émission où le thème de l'émission c'était de tacler ces types et de faire du scandale. Et Ardisson dans un sens ne fait pas mieux d'un côté. Mais à ce moment-là, en fait, c'est un peu le bal des enculés, c'est-à-dire que on va tous dénoncer à la télé les choses horribles. Canal+ aussi, je les déteste à cause de ça, tu vois. Et pourtant, j'adorais Canal+ quand j'étais gamin. Mais le moment où Canal+, par exemple, a invité Nabila pour se foutre de sa gueule, du moment où ils avaient ces tribunes-là et que derrière, ils vont te faire des grands discours sur la télé poubelle ou les saloperies comme ça, faut arrêter d'être schizophrénique ou arrêter d'être faux cul. C'est-à-dire que tu veux faire une télé différemment, tu la fais différemment. Si tu voulais faire du chiffre avec Nabila parce que le grand journal ne fonctionnait plus, eh ben t'assumes. Tu vaux pas mieux qu'Énergie 12, tu vaux pas mieux que les anges de la télévision. T'es une merde. Alors, après cette bonne ambiance et après cet humour omniprésent, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans tout ça? Mathieu, tu as dit que ton émission ne durerait pas toujours. Et que vas-tu faire après? Ouvrir un bar dans une émission. Mon plan de secours, c'est ça, quand tout s'arrêtera, parce que. La question se termine par je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi. Peut-être que tout s'arrêtera un jour. Anonyme. Je sais pas, peut-être que je m'arrêterai, j'irai ouvrir un bar dans une région perdue. Je finirai alcoolique. Rigole pas, c'est pas cool les alcooliques, putain. Pense à Fred, bordel. Il le vit pas bien. Fred, il est défoncé. Coke. Le dis pas en public, putain. Alors, il y a une question qu'on a vu passer plusieurs fois et que je trouve intéressante. Je pense que quelqu'un qui fait copier-coller depuis tout à l'heure. Ouais, voilà, parce qu'il a vraiment envie qu'on la lise et on peut rebondir sur la création vidéo et sur le fait de faire son plongeon dans la création vidéo. Avec Salut Mathieu, qu'est-ce que tu as ressenti pendant le tout premier épisode de Je pense que la personne qui a posté la question l'a postée à peu près 50 fois. Ouais, donc elle a vraiment envie de savoir ce qu'on ressent quand on commence la vidéo. Ou alors elle est très relou, je sais pas, c'est une des deux. Ce que j'ai ressenti la première fois, j'ai été un peu fier parce que j'avais jamais fait de truc tout seul, c'est-à-dire de A à Z. J'étais un peu fier et j'avais 100 vues et j'étais super content. Et quand j'ai eu 1000 vues, j'étais encore plus content. On a fait la teuf. J'ai moins fait la teuf pour mes 1 million de vues que pour mes 1000 vues. C'est une histoire de naïveté perdue, je crois. Non mais à un moment donné, c'est vrai que ça... C'est bien, il y a vraiment une grosse ambiance ce soir, on rigole beaucoup Mathieu. Tu fais une émission comique sur internet? Non mais c'est intéressant parce que comment à un moment donné justement en fait vraiment au bout d'un moment, mais ça va pas parler aux gens de dire ça et ça va peut-être être un peu je me la pète, c'est en fait au bout d'un moment tu perds la notion des chiffres complètement. C'est ça en fait. Complètement, c'est ça, un million c'est difficile de se représenter ça quoi. 1 million de personnes je quoi. crois qu'une fois que tu dépasses 10 000 personnes c'est déjà énorme, c'est une ville. Ouais, je suis en train de dire que donc je peux te 1 dire million que de personnes, je le vis très bizarrement. Ou 2 millions de personnes, c'est le nombre de personnes qu'il y avait dans la rue dimanche dernier à Paris pour la manifestation. Voilà. C'est ça, 2 millions de personnes. C'est en fait après, énorme. Après tu perds la notion de chiffre et de toute façon au bout d'un moment en fait, sur internet on parle souvent des chiffres, on parle souvent de la course aux chiffres. Faut le ban. Au bout d'un moment, dès que tu peux en vivre, ça sert plus à rien de courir après le chiffre. Après, le chiffre se fait, quoi. Enfin, c'est un peu facile de dire ça, mais... On voudrait faire un truc pour les gens. Oui. Comme il y a vraiment trop de monde, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on coupe 20 secondes de manière à baisser la qualité, ce qui laissera la possibilité à plus de gens de... Bon, on coupe 20 secondes, alors. On coupe 20 secondes, alors. On revient dans 20 secondes. Salut et merci bien pour les poissons. Meilleur film ever, d'ailleurs. C'est relancé. Attends, il va falloir attendre une dizaine de secondes. Le temps que les gens rafraîchissent. Putain, il y a eu 20 fois la question. Bonsoir Victor, est-ce que comme Mathieu, tu lis les fanfictions écrites sur toi? La personne l'a posté 10 fois cette question. À la suite. Tu lis les fanfictions d'ailleurs? Ouais, mec, je les lis toutes. C'est vrai? Mais tu sais pourquoi?
parce qu'en fait j'ai la chance que la majorité des fanfictions que je reçois, c'est pas des fanfictions genre yaoi où je me retrouve à baiser quoi que ce soit. La majorité des gens qui écrivent ou quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce que mec, j'en avais lu une où on terminait en grosse partouze avec toi, Antoine, Chris et Lynx. Moi j'ai arrêté de les lire. Yes, c'est parti. Mais après, je suis désolé pour ceux qui en écrivent, mais en fait, j'en ai lu 3 et à chaque fois, ça se terminait en partie de baise avec des types. Non mais mec, il faut bien les sélectionner. Justement, moi, je défends beaucoup les. Je m'en bats en fait. Je défends vachement les gens qui écrivent des fanfictions parce que je trouve ça vachement intéressant à partir du moment où, au-delà des fanfictions à caractère sexuel, je trouve ça vachement bien à partir du moment où les gens essaye de se réapproprier ton univers parce qu'ils l'ont apprécié. Ouais, ça je suis d'accord. Tu vois, et c'est pour ça que je lis des fanfictions en fait qu'on m'écrit, parce que la majorité, c'est des gens qui essayent d'imaginer l'épisode suivant de Non-Movies ou les pensées des personnages dans un truc. Ouais. Et j'en ai lu des fanfictions sur toi ou sur Antoine et tout, où des gens, il y a quelqu'un qui a essayé de faire une grosse fanfiction qui s'appelle Warriors, que j'avais vu, et c'était une énorme fanfiction avec plein de youtubeurs et leurs personnages pour essayer de voir s'ils faisaient tous partie d'un même univers, qu'est-ce que ça donnerait. Et c'est marrant de voir des gens qui... Je trouve ça vachement touchant, des gens qui réussissent à apprécier tellement ton univers qu'ils ont envie de se le réapproprier pour eux-mêmes créer quelque chose derrière. Je trouve ça beau. Je trouve ça vachement beau. Quoi ? On rigole un petit peu avec ça. Pourquoi vous vous foutez de moi ? Moi je comprends pas, mon nom. Pas de toi. Pas de toi. De quoi ? De moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Bah rien. Parce que tu sens le pâté. Une autre question ? Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est trop bien. Question pour Mathieu. Pourquoi n'as-tu pas fait une vidéo pour tes 1 million d'abonnés ? Parce qu'ils vous aiment pas. Parce que même réponse que tout à l'heure. Les chiffres. J'ai jamais fait de vidéo. J'aime les anniversaires. C'est pour ça que je fais des vidéos pour l'anniversaire. 1 million, bah. Alors, je sais pas. La démarche peut-être. J'ai 1 million d'abonnés. Pas vous. Il y a marqué. J'ai une question surtout pour Mathieu là. Est-ce que vous répondez à vos fans ? Donc. Oula, ben, la plupart, oui, un par un. Non, la plupart du temps, des fois, je réponds sur Twitter, je réponds pas sur Facebook parce que c'est très très mal fait leur système. Je réponds des fois par mail quand le mail est convaincant et qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je peux pas répondre à tout le monde malheureusement. Pendant un moment, j'avais réfléchi à faire une espèce de template que je copierais-collerais sur les mails. Et en fait, je me suis dit que c'était beaucoup plus irrespectueux qu'autre chose. Alors j'ai préféré l'ignorant. Ouais, il y a un moment donné où c'est juste pas possible, quoi. Mieux vaut ignorer que ne pas respecter. Par jour, je dois recevoir 60-70 mails. Les messages Facebook, je regarde même plus. Le tweet, bon, ben. Et en fait, si je voulais répondre à tout le monde, bah, je ferais du copier-coller. Et au final, ben, c'est pas vraiment très très intéressant. Après, il y a des mails qu'on m'envoie qui sont vachement intéressants et que je lis. Et des fois, j'oublie de répondre. Il y a des types qui me disent des choses vachement intelligentes. Mais ouais, des fois, je n'ai pas trop le goût de répondre. J'ai des nouvelles de Bill Le Bocquet. Bill Le Bocquet. Ouais, Bill Le Bocquet. Non, je ressentirais en fait. Tu veux essayer ? Je suis hyper nul. Mec. Ah Mec, Bruce a réussi à le faire du premier coup. Hein. Vraiment. Hyper mal. Hyper mal, attends. Tu sais, c'est tombé sur le truc où ça fait mal, tu vois. T'as fait une tentative et tu l'as planté. Ouais, si, ça m'a gavé, je me casse. On repart sur la création vidéo. Yes. Au niveau de ton schéma d'écriture, on nous demande si est-ce que tu as un schéma particulier, une méthode particulière, ou est-ce que tu es vraiment anarchique dans ta démarche d'écriture ? Je sais pas moi-même si je suis anarchique ou pas. Non, j'ai un schéma quand même. Là, depuis la saison 5, les épisodes, les intros sont beaucoup plus longues à chaque fois, sont généralement toujours en lien, enfin presque, avec un sujet d'actualité qui me tient éventuellement à cœur. Des fois, ça n'a rien à voir, c'est du pur what the fuck, de jouer avec les personnages tout simplement. Après, pour les vidéos, 2 vidéos traitées. Généralement, j'essaie de prendre une vidéo plus sérieuse. Généralement, c'est la première qui va passer. Et la deuxième vidéo sera un peu plus frivole et bon enfant. Pour la simple et bonne raison que après avoir reniflé de la fausse sceptique, c'est toujours intéressant d'avoir des fleurs. Et en finir en chanson parce que c'est bien de danser dans les prés avec les fleurs. Donc ouais, c'est à peu près toujours ce schéma-là. Mais j'essaye de pas trop m'enfermer aussi dans un format, parce que même si SLG c'est un format spécifique, enfin j'aime aussi le fait de sortir du schéma, du schéma. Et puis aussi je trouve que SLG est une émission assez vieille
Tu auras 4 ans bientôt, je lisais un message. Pour 4 ans, bientôt. Tu vas nous refaire une chanson pour les 4 ans? Ouais, j'ai essayé de prévoir un truc. Je vais essayer de faire un truc complètement fou. Et ce que je disais, c'est que c'est une émission assez vieille pour arriver à faire un truc que tu peux pas faire du tout en début d'émission, c'est-à-dire déstructurer ta propre émission. C'est-à-dire que les gens connaissent tellement l'émission que la déstructurer et briser les codes, ça devient ultra drôle. Enfin, par exemple, le personnage du patron, tu sais, je peux briser un peu ses codes, ou même les personnages en général, je peux briser leurs codes, et c'est vachement drôle. J'avais remarqué que il y a un truc que tu fais justement pour briser le code que j'avais trouvé fun, c'était que par exemple le personnage du hippie, à chaque fois qu'il essaye de dire t'en as trop pris gros, se fait arrêter par un autre personnage. Je l'arrête, ouais. Parce que généralement, je crois que même depuis le début de la saison 5, je voudrais pas dire de conneries, mais il l'a jamais dit. Il a essayé de le dire, il l'a peut-être dit une fois, il a essayé de le dire, mais à chaque fois il n'y arrive pas. Parce que c'est une vieille réplique et j'ai pas envie de la réutiliser. Et oui, mais t'arrives bien à la désamorcer justement, et ça brise un code et ça permet de créer de l'inattendu, parce que c'est compliqué, je pense, au bout de 4 ans à faire une émission, de réussir toujours avec les mêmes personnages, de créer encore de l'inattendu et de l'attente et de la hype, tu vois. Qu'est-ce que t'as lu qui te fait rire? Salut Mathieu, es-tu parfois jaloux des vidéastes comme Fred et Victor qui ont un nombre conséquent d'abonnés mais qui restent relativement humains, entre guillemets? Ce qui leur permet d'être tacitement plus libre et d'avoir moins de groupies et de haters. Non. Est-ce que tu regrettes l'époque où tu avais moins d'abonnés? Non, pour la simple et bonne raison que je serai encore obligé de travailler à McDo. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Alors nous, on travaille pas à McDo. Hein. Alors nous, on travaille pas à McDo, mais on est obligé de travailler. D'un point de vue purement humain et économique, non, je regrette pas ça. Après, en fait, le groupe de les groupies, c'est pas, je m'en fous. Moi j'aime bien, mais lui il aime bien, mais il est vachement illégal. Si les groupies de Mathieu pouvaient tous rejoindre mon Twitter, In The Panda, s'il vous plaît. Et leur maman, le mien. Elles sont mineures. Et Trigger warning illégal, tu vois. Et les haters, j'ai rien contre les haters, parce que en fait, plus tu deviens connu, plus tu auras forcément des haters, parce qu'en fait, dans la tête de plein de gens, une fois que tu es connu, tu deviens mainstream, et en fait, il faut critiquer le mainstream. Et après, c'est juste une histoire de proportionnalité, c'est-à-dire que 1 million d'abonnés équivaut à tant de haters, 2 millions à tant de haters. En fait, les haters, ils seront toujours là, et puis après, il faut comprendre pourquoi ils te détestent. Il y en a, ils me détestent parce que je prends en position sur certaines idées, enfin la plupart d'ailleurs. Ma foi, tant pis quoi. On n'est pas du même avis et je crois qu'on sera jamais du même avis, les loulous. Donc, continuez de me détester. Moi, je vous aime bien, je m'en fous un peu quoi. Et si vous avez une émission où vous dites vos saloperies, je vous détesterai. C'est un échange de bons procédés. C'est la politique quoi. À côté de ça, je crois que le message de fond de la question était qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de pouvoir. Est-ce que c'est pas un peu relou aujourd'hui de devoir être moins proche des gens vu qu'il y en a beaucoup plus? Je pense que c'était ça un peu. Parce qu'aujourd'hui, t'en parlais justement, c'est beaucoup plus galère de répondre aux messages Facebook, c'est beaucoup plus galère de faire ce genre de choses. Est-ce que tu regrettes le temps où justement tu pouvais garder cette proximité avec les gens? Ça dépend justement les manifestations, enfin les conventions dans lesquelles tu vas. Chaque année, il y a une époque, je faisais énormément de conventions, les conventions que j'appelle type hangar, qui se passent dans des hangars. J'en fais plus beaucoup. Je continue de faire la Japan Expo parce que sauf si cette année il y aura la Comic Con. S'il y a la Comic Con, je fais pas la Japan Expo parce que c'est un peu hypocrite comme. Je vais pas partir là-dedans. Mais ouais, non, je suis un peu une langue de pute. Calme-toi. Bref, les conventions en gare c'est sympa, mais ce problème c'est que t'as l'impression d'être en plein après-midi à Hong Kong et c'est pas très très plaisant. Et en fait, au bout d'un moment, les gens deviennent très énervés, tu deviens très énervé, les gens sont tous énervés et au final on sait plus vraiment pourquoi on est venu ici. À la base c'était pour s'amuser. Vous derrière vous faites la queue pendant 3-4 heures pour avoir 5 minutes avec le youtubeur. 5 minutes 5 minutes, je suis gentil. 5 minutes. Non, une minute. Je trouve intéressant justement ce qu'a fait Japan Expo cette année, de donner des horaires bien définis pour que vraiment si jamais t'as pas de ticket, tu peux en fait de la convention à côté et faire autre chose. Mais en fait les gens tenir sur le sujet. En fait, non mais je trouve cette idée vachement intéressante d'avoir donné genre un horaire prédéfini. Ouais, mais pour éviter justement des queues de 6 heures et des débordements. Ouais, mais en fait la queue qu'on voit pas justement nous derrière nos stands, c'est la queue qui a été faite en amont pour les gens qui voulaient un ticket et du coup ils ont fait la queue et en fait il y a un type qui a fait la queue pendant 3 heures, le type devant lui a pu avoir un ticket et lui il se retrouve non, il y a plus de ticket, casse-toi.
Donc non, c'est un mot. Il y a plein... plus les. Bref, je m'éloigne de la question. Pour ce qui est de rencontrer les fans, je trouve pas que les conventions type hangar, ça soit le meilleur moyen de les rencontrer. Je sais que, et c'est pas pour vous lécher les bottes, mais je sais que la seule où j'ai plus vraiment... Basket, ouais. La seule où j'ai plus vraiment ne pas faire de dédicace toute la journée, me balader et parler à des gens et faire autre chose. Ouais, t'assis le cul dans l'herbe. Et pouvoir jouer à un jeu vidéo. Voilà. Et être assis dans l'herbe et boire des bières, ben c'était au Geek Ferries. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'après il y a plein de gens qui vont venir, ça va devenir à taille inhumaine, et du coup ça sera plus comme avant. J'ai un truc. Ce qu'on va proposer, c'est aux autres orgas de faire la même chose qu'au Geek Ferries. Oui, mais qui c'est pas assez rentable ton truc pour les types de la Japan Expo. Ah ouais, eux, ils veulent faire du chiffre. Putain, ouais. Ouais, tu bosses gratos et tu t'as pas de chiffre. Exactement. Non, mais après, les conventions. Après, les conventions, je peux pas vraiment les juger comme le public les juge. Moi, je les juge de mon côté et j'y vais parce que ça fait plaisir à des gens. J'adore faire des conférences là-bas parce que je fais toujours des petits trucs qui sont un peu drôles sur scène parce que c'est cool d'être sur scène et de faire des blagues. Mais les dédicaces, j'essaye d'en faire de moins en moins parce que je comprends plus. Enfin, je comprends pas qu'il y ait des gens qui fassent la queue 3-4 heures pour juste une photo et un griffouillis et j'oublierai leur visage. Comme, enfin, il y a trop de gens, on oublie les visages de tout le monde. Donc c'est... Après, je pourrais avoir un discours vachement hypocrite à dire je me souviendrai de tout le monde et j'adore faire ça. Bah non, c'est un peu l'usine. T'es là, salut, c'est quoi ton prénom? Salut, c'est quoi ton prénom? Salut, c'est quoi ton prénom? Peut-être qu'une conférence, c'est nettement mieux. Tout le monde en profite et il y a peut-être plus un dialogue. Je sais pas. Tu viens encore de plomber l'ambiance. Non, mais je trouve ça hypocrite les conventions, je préfère le dire. Pour les personnes qui posent des questions sur le Ask, je pense qu'il est inutile que vous fassiez des copier-coller, que vous mettiez 40 fois la même question. Parce que très souvent, si on n'y a pas répondu, c'est parce qu'il y avait une autre question. Moi, de toute façon, quand je vois un spam, je veux pas répondre parce que justement. Voilà, donc une fois que vous avez posté 3 fois la question, c'est déjà 2 fois de trop et on va peut-être pas répondre à ces questions. On va encore moins répondre si vous la spammez. On a un sujet ce soir, donc. C'est vrai, la bonne idée, c'est de poser de super questions. On a beaucoup digressé. Les gens ont envie de faire de la vidéo. Oui. Voilà, trouvez-nous des super questions dans vos têtes. Est-ce que vous avez des questions sur la création de vidéos, vous qui nous regardez? Je vais regarder un petit peu. J'avais vu tout à l'heure Salut, quel conseil donnerais-tu pour commencer des podcasts? Mais voilà. T'es fier d'avoir lu cette question maintenant? Est-ce que tu te rends compte que tu t'es mis dans la merde tout seul, hein? Alors tu peux faire un sujet sur la rentrée scolaire. Les types de profs. Les types de profs. Sur Twitter. Est-ce que vous savez qu'il y a différents types de profs? Non, après on crache un peu sur le podcast. Mais après c'est un exercice en soi, tu vois. En gros c'est du stand-up. Donc non, c'est quand même une écriture, il y a du boulot derrière. Après c'est du goût de chacun. Moi j'aime pas trop l'humour stand-up un peu lisse. J'aime bien des spectacles comiques acides et méchants. Oh, tu as du podcast acide et méchant, hein? Donne le lien. De quoi? J'essaye de réfléchir, mais en fait j'ai que des mauvais exemples. Tu dis des trucs et après t'essaies de réfléchir. Ouais, mais je suis sûr que ça existe. Je suis sûr que ça existe des gens qui aiment des trucs ultra violents et ultra déplacés qui en parlent en podcast. Mais c'est pas forcément ultra violent, mais en fait, pour parler en termes de stand-up, t'as une différence. Enfin, je compare ça à Gad Elmaleh, tu vois. Gad Elmaleh qui est très fort dans le stand-up. Mais le problème, c'est que ça me parle pas du tout, tu vois. Je m'en bats les couilles de savoir qu'il a pas sa serviette quand il sort de la salle de bain, tu vois. Je m'en fous, Mec, c'est un problème d'état, là, t'es en train de remettre en cause quelque chose de non, mais après, c'est un type d'humour, tu vois. Il y a plein de gens qui vont adorer Gad Elmaleh. Moi, c'est pas un type de spectacle et c'est pas un type d'humour qui me touche. Et il y a plein de podcasts, ça a été un terme qui a été complètement déformé, mais bref. Le podcast qui est de l'humour stand-up, il y a plein d'humour stand-up, ça me parle pas du tout. Je m'en fous, tu vois. Je m'en branle un peu. Et donc, au final, tu conseilles ou pas de commencer à faire des podcasts? Mais ça dépend ce que tu... En fait, moi, je regarde pas, donc je vais pas te conseiller de faire du podcast.
si tu veux faire du podcast, fais une révolution. Si t'as un type d'humour spécifique, si t'es spécialisé dans la satire, dans le politiquement incorrect ou dans la dénonciation, bah fais un podcast, personne le fait. Vas-y, fais du stand-up comme ça. Tu te rends compte que demain, on risque d'avoir 3 tonnes de podcasts ultra déplacés et avec des sujets ultra chauds qui vont marcher sur la toile à cause de toi. La télé fera un sujet sur nous, ce sera l'occasion de parler de nous. Ces jeunes qui parlent de sujets très déplacés. Des jeunes qui n'y connaissent strictement rien. Voilà, c'est ça. Ont une voix sur Internet. Où est la liberté d'expression? Où s'arrête le débat? Je crois que j'ai entendu ça sur France Culture. France Culture, Durandal. Quel petit enculé. C'était quoi le mot exact qu'il a dit? C'est un faquin. Non. Hein? Oui, la bave de crapaud n'atteint pas la blanche colo. Oh, il a osé insulter Godard. Après, je suis d'accord. Durandal, il avait dit des trucs un peu hard. Mais qu'un média dominant écrase du pied un type qui doit avoir 70 000 vues, 100 000, il a 80 000 abonnés, ouais. Qui écrase du pied ce type, alors qu'ils sont sur une radio nationale, c'est un peu comique, quoi. Mais, non, mais ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il prenait vraiment ça de haut, en mode, nous, on a une légitimité de parler du cinéma, et les gars sur Internet qui parlent de cinéma, c'est vraiment des sous-merdes. Et oui, c'est parce que c'est justement une question de considération, parce que eux, c'est des professionnels, eux, ils ont droit au chapitre. Et nous, mais en quoi c'est plus des professionnels? Ce mec-là est un philosophe, il a aucune étude. C'est un rigolo. Mais après, toi aussi t'es un rigolo. Après, c'est un débat qui est vieux comme le monde, la critique. Et qui es-tu pour critiquer? Que dans n'importe quelle émission où tu auras pas forcément un sniper, mais un chroniqueur qui va critiquer l'œuvre de quelqu'un, on peut très rapidement arriver à la question, mais qui es-tu pour me critiquer, tiens? Et là, on va arriver à une espèce de non-débat où il va falloir que tu justifies sur ton CV le fait que tu peux critiquer ça. C'est-à-dire qu'un bon débat de critique, c'est-à-dire que le mec va mettre des arguments sur la table, l'autre va répondre avec ses arguments sur la table, ils vont pas être d'accord, ils vont dire bah c'était ma vision du truc, l'autre dirait moi j'aurais plutôt fait comme ça, bah voilà c'est terminé les mecs, il y a plus de débat à avoir. Mais des fois il y a des gens qui prennent tellement mal la critique qu'ils vont arriver à dire mais t'es qui Je me souviens les émissions mais ça c'était du génie, mais c'était horrible à l'époque, je sais pas comment ça se passait à la télé. Zemmour et Nolo à l'époque de l'époque de Ruquier. À chaque fois, ils disaient toujours la même défense, ils disaient mais non, on n'est pas là pour bâcher, mais c'est l'époque où ils sont assassiné des gens, ils ont fait pleurer des gens de partout. Et il y avait beaucoup de gens qui réagissaient, dont Michael Youn, je me souviens, il y avait Michael Youn qui avait dit mais t'es qui pour parler de ça et justement, on arrivait à cette défense-là. Et après, pour la critique, pour revenir à Durandal, il a le droit de critiquer comme tout le monde. Et en fait, ils se sont trompés dans le sens où si tu veux être plus intelligent que quelqu'un, il faut pas utiliser les mêmes armes que lui. C'est-à-dire qu'ils auraient dû expliquer de A à Z pourquoi ils se trompaient. Et pas l'écraser. Même débat avec Dieudonné, les mecs. Au lieu de l'arrêter et de l'écraser du pied, expliquez-lui qu'il a tort. Bon, il y aura peut-être pas mal de dionnéistes là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Faut pas interdire les gens, faut pas les écraser du pied, ça les victimise. Et ça vous fait passer pour les méchants. Surtout si vous êtes le média dominant. Si vous êtes une radio, vous passez pour des enculés. Si vous êtes l'État, vous passez pour des enculés. Alors, on a une question pour repartir sur la création vidéo, parce que quand même, on digresse énormément. Mais c'est le but, c'est le Geek Ferries, c'est la teuf. D'accord, on a eu un truc. Non, c'est le chaos chez nous. Voilà. Bonjour, bienvenue en enfer. C'est ça. Il y a des gens qui demandent, on parlait tout à l'heure, d'ailleurs complètement abandonné, même le PC a rendu l'âme à côté en mode non mais mec, moi je me casse. Hein. Non, même pas, il en a encore, mais il a juste dit je vais me coucher. Non, il y a quelqu'un qui dit j'aimerais beaucoup me lancer dans la fiction. Mais il y a le problème du matériel et je trouve que c'est ce qui arrête beaucoup de gens qui veulent faire des vidéos. Qu'en pensez-vous? Eh bien, on a répondu tout à l'heure. On a répondu tout à l'heure avec 28 jours plus tard sur le fait que même des films professionnels avaient été tournés avec des petits caméscopes à 50 € et qu'au final ça doit pas arrêter les gens, ça doit pas arrêter la création. Et si jamais vous voulez vous en rendre compte, nous avons un flux vidéo making qui dure encore dimanche. Vous pourrez le suivre toute la journée avec Fred. Voilà. Enfin, surtout avec Victor demain matin, mais. Oui, putain, tu m'avais dit que t'avais tourné des trucs pour Capcom avec un téléphone portable, c'est hallucinant, mec. Après, j'ai un truc à dire pour la fiction, qui est vachement intéressant. Oulala. Je suis en train de dire qu'il dit un truc intéressant. Mathieu se lance. Mathieu parle de Mathieu. Oh, Alain Delon. J'ai très peur que tu plombes encore l'ambiance, par contre. Non, sérieusement, c'est pas un truc de plombage d'ambiance. Pour la fiction, un truc
vachement important si vous n'avez pas beaucoup de moyens ou si vous faites de l'amateur ou si je vais pas vous dire trouver tout de suite des gens qui savent bien jouer la comédie parce que ce sera pas le cas. Mais surtout sur l'écriture, écrivez des trucs qui demandent pas forcément des effets spéciaux et des loups-garous. Je sais que c'est cool sur le papier d'avoir des chasseurs de vampires qui se battent contre des zombies. Mais pour faire de la fiction, après vous n'êtes pas obligé de faire un huis clos ultra dramatique, mais vous pouvez faire de la comédie ou vous pouvez faire. Mais surtout au début quand vous n'avez pas de moyens. C'est vachement important. Il est en train de parler exactement de ce qu'on a fait aujourd'hui en fait, sur le fait que justement on avait du matos. On avait le matos qu'on a, quoi, donc un bilboquet, mais on a fait avec ce qu'on a et il faut faire absolument avec les moyens qu'on a, parce que quand tu commences la vidéo, t'es pas un pro de After Effects, t'es pas un pro de Premiere Pro et tu peux pas te lancer dans oui, je vais faire un truc où il y aura une armée de 5000 hommes qui se combattront et je vais tourner ça dans mon jardin. Ça ne fonctionnera jamais. Donc il faut faire à la hauteur de ses moyens et c'est à partir du moment où on commence à en avoir un peu plus qu'on peut évoluer et le contenu s'en ressent et la qualité du contenu s'en ressent. On n'est pas obligé de montrer, on peut suggérer, nous dit Samaï. Avec des bruitages, effectivement. La très belle Samaï qui est derrière et qui nous regarde et qui on fait des bisous, voilà. Tu proposes des trucs suggestifs, c'est ça? Ouais, elle propose des trucs suggestifs, oui, tout à fait. C'est tout le débat. C'est tout le débat sur l'érotisme, monsieur. Et la différence entre l'érotisme et la pornographie, c'est toujours suggéré. Alors, il est 22h passé, on peut passer dans la case érotisme, on me dit, donc c'est bon. Alors, on envoie la vidéo avec les tortues. C'est lui qui m'a expliqué ça, j'y peux rien, moi. La vidéo avec les tortues. Il s'est installé, on a parlé d'érotisme, il s'est installé. Pausé. Attends, 1, 2. Alors, il y a 34 nouvelles questions. Qui va à la... Ils sont toujours les mêmes. Ouais, mais c'est marrant, beaucoup de gens parlent. Alors, les gens parlent beaucoup du matériel qui est un frein. Moi, je suis doué en montage. J'ai les moyens d'acheter plein de matos, mais j'ai pas d'idée. Il a trop d'argent. Ouais. Alors, c'est vrai que. Je suis blindé en thunes, mais j'ai aucune imagination. Comment je fais? C'est vrai qu'il y a cette histoire d'inspiration quand même, de temps en temps. Il y a quand même des gens qui... Après, il y a des gens qui ont plus de facilité pour écrire. Il y a des gens qui ont plus de facilité pour mettre en place des fictions, pour mettre en place des personnages, pour faire quelque chose de pas over-cliché. Ça va pas être méchant ce que je vais dire, mais entoure-toi de gens talentueux là-dedans. Ouais, voilà. Parce que justement... c'est normal. En fait, il y a le... Ouais, il y a Elarcis qui est venu et qui s'est énervé de ouf. Non, c'est parce que l'ingé son est arrivé et nous a baissé toutes nos voix. Mais en fait, dans le live, ça ressort encore en bonne qualité, mais nous, D'accord, on a... plus. Ouais. Okay. Non, mais on s'entend normalement, donc c'est bien. C'est parce que ça fait plusieurs fois que j'entends des bruits, donc je suis allé faire mon boulot de chef. Ah d'accord. Ah sinon ça saturait. Dans un premier temps, on va baisser le son de ton haut-parleur, parce que finalement c'est son haut-parleur qui est trop fort, on a réglé trop fort. Ouais. Sinon je te fous dehors, voilà, c'est ça. Non, j'ai proposé de l'égorger. Ah bah voilà, c'est bien. Et bon, finalement, on a dit le haut-parleur. Bon d'accord, ok. Attends, j'étais parti sur un truc là. Oui, sur le fait qu'il ne faut pas hésiter à commencer à travailler avec des gens qui sont peut-être plus doués que toi là-dedans. C'est pas se dénigrer, et c'est pas. Il faut se rendre compte de ce qu'on est capable et de ce qu'on n'est pas capable. Il y a des gens qui sont très doués dans la composition de musique et qui arriveront jamais à écrire un scénario, même en prenant beaucoup de cours. Et c'est pas grave, c'est pas une difficulté parce que chacun a son truc, chacun est doué là-dedans et tu peux trouver des gens très intéressants et le principe même de faire de la vidéo sur internet c'est de trouver des gens passionnés avec qui la faire, parce que la faire tout seul au bout d'un moment c'est toujours un peu triste et on a envie de travailler avec d'autres gens et tu me diras pas le contraire là-dessus. Et surtout au bout d'un moment aussi il faut accepter, c'est un peu dur, mais il faut accepter que tu es mauvais dans un milieu, enfin dans un domaine, tu vois. C'est-à-dire que si tu es très bon en technique et que tu as essayé d'écrire et que tu es mauvais, tu seras sans doute tout le temps mauvais. Mais c'est pas grave parce que t'es quand même doué dans quelque chose. Tu seras super bon en technique, donc t'es jamais nul en tout. Chope un type qui écrit des bonnes histoires, voilà. Enfin, on peut aussi quand même imaginer qu'on progresse entre la première fois où quand t'as fait ton premier SLG aujourd'hui, tu vois, c'est pas la même chose. Je suis persuadé que entre un type qui a 20 ans et un autre type qui a 20 ans, le type A à 20 ans, il sait trop bien écrire des histoires. On le prend à 25, il sait super bien écrire des histoires. Tu prends le type à 20 ans qui sait pas écrire d'histoire, à 25, il aura beau mis toute sa volonté. Oui, il sera toujours moins écrire que l'autre. Toujours moins bon. Ah, tu sais, on a chacun une corde à son arc et je dis pas qu'il faut se focaliser sur un truc, mais au bout d'un moment, surtout en fait, si tu veux faire de la vidéo, et plus tu montes, plus tu auras besoin des autres. C'est-à-dire que tu peux plus rester tout seul. Il te faut des acteurs, il faut un type au cadrage, il te faut un type au son, il faut un type qui est écrit, il te faut un type au montage et la guitare.
Ouais, j'ai un type qui met 200 parce que je suis pas bon, enfin je suis pas formé du tout là-dedans. Et en fait, le temps que je prendrais à me former là-dedans, je perdrais du temps, donc ça n'a pas de sens. Donc aidons-nous les uns les autres. Donc, ben, c'est pour ça qu'on parlait justement du côté communicatif et participatif de l'internet. Et ce qui est bien, c'est que très souvent, quand tu te mets à travailler avec des gens qui sont plus doués que toi dans un autre truc, tu vas rencontrer des gens qui au final ont la même passion que toi. Et en fait, tu te fais des amis et tu commences à travailler avec tes amis là-dedans. Et c'est ça qui est important dans la création web, c'est le fait qu'au final, tu vas rencontrer des gens qui sont animés par la même flamme que toi. Et c'est cool de pouvoir travailler avec ces gens-là parce que toute la journée dans la rue, si tu fais un taf qui est pas cool, et tu vas rencontrer des gens qui ont absolument pas le même délire que toi et ça va te frustrer parce que tu aimerais parler avec eux de trucs qu'ils n'aiment pas ou qu'ils n'apprécient pas forcément. Et tu vas sûrement trouver un mec un jour qui va te dire mais mec, moi j'aime trop ce sujet-là et je suis bon là-dedans. Et travaille avec ce mec-là et accepte que ce mec-là sera plus fort que toi dans ce domaine-là parce qu'il peut t'apporter beaucoup et tu peux aussi lui apporter beaucoup et ça c'est beau. Voilà. Tu es défoncé, Mathieu, t'as une tête de toxico, MDR. Non, je sors de 2 jours de montage. Je suis fatigué, très fatigué. Pour une très bonne vidéo. Spoiler. Spoiler. Combien il y a de types derrière SLG? On est 2. On est 2. Il y a Alexis qui m'aide au cadrage et au son. Et 27 Chinois. Et sinon, c'est tout. Je m'occupe de l'écriture, du montage et de jouer. Alors, parce qu'on cherche des trucs sur la création vidéo là. Mathieu, t'est-il arrivé de ne pas traiter une vidéo de peur des réactions? Ah, est-ce qu'il m'est arrivé de pas traiter une vidéo? Non, je traite tout moi. Tu traites tout. Même les trucs de poirier japonais? Non, pas ce qui peut pas passer sur YouTube, mais ce qui est. J'aime bien les sujets un peu salés, ouais. Ça m'amuse. La tête de psychopathe que t'as tiré en disant ça? Non, parce que. C'était parfait. Hein. Parce que ça me fait marrer moi-même qu'il y ait des sujets graves dans SLG, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelles sont les techniques de montage que vous utilisez pour servir vos argumentations et vos idées? Le texte seul suffit-il à lui-même quand on veut donner son opinion de manière efficace? Je vais répondre de façon très courte. L'écriture d'un scénario, on appelle ça de l'écriture parce que c'est genre on écrit avec un stylo, mais quand tu es en train de tourner, tu écris avec ton image aussi. Le principe du mot cinéma, c'est écrire avec du mouvement. Donc l'image que tu crées, en fait, c'est aussi de l'écriture. Et quand tu fais du montage, en fait, tu es aussi en train de réécrire ta vidéo. Donc en fait, quand tu crées une vidéo, quelle qu'elle soit, tu t'arrêtes jamais d'écrire parce que tu vas trouver des idées au montage qui te permettront de réécrire encore ce que tu as fait. Et quand je dis réécrire, c'est pas avec un stylo cette fois. C'est réécrire avec des images ou réécrire avec du rythme. Donc au final, c'est toutes ces étapes-là qui permettent d'écrire une vidéo. Enfin, je pense, voilà. Attends, t'en parlais sur le flux ce matin en se disant qu'il fallait, sauf si vraiment ça sert l'histoire, d'éviter les voix off qui viennent. C'est les pires choses au monde, les voix off. Qui viennent te dire bonjour. Bonjour. Tu le fais super bien ce matin. Oui, mais c'est exactement ça. C'est le scénario du mec qui court et qui est arrêté genre dans le vide comme ça. Et soudain, t'as une voix off qui se lance en disant bonjour, moi c'est Mathieu. Et aujourd'hui, je passe vraiment une journée de merde. Genre vraiment, tu sais, le scénario qui commence comme ça et qui est juste insupportable parce que t'as vu ce cliché au moins 26 fois, c'est une paresse scénaristique. T'es pas obligé de mettre une voix off pour pouvoir exprimer ça parce que, comme je disais, cinéma, écrire avec du mouvement, montre que Mathieu a eu une journée de merde. Tu vois, il est sur le canapé, il est pas bien, il est fatigué. Voilà, tu montres ça et t'as compris, t'es pas obligé de lui mettre une voix off. Voilà. T'as besoin d'une voix off là tout de suite? Non. Tu veux un café? Alors attends, je suis redescendu, mais il y a 36 questions qui sont arrivées là. Oh putain. C'est en haut. Ah tiens, le doublage de personnages. Alors, on a fait les voix tout à l'heure avec nos petits camarades là. On peut pas les entendre, hein, je crois, les voix. Hein. Si. Si. Enfin, je crois pas. Je sais pas, je vais voir. Est-ce que tu pourrais montrer, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait montrer? Est-ce qu'on pourrait montrer le Question intéressante. Vas-y. J'aimerais beaucoup faire des vidéos, c'est celle-ci là? Ouais. J'aimerais beaucoup faire des vidéos, mais je ne me sens pas capable d'affronter le regard des gens. J'ai peur qu'on se moque de ce que je fais, surtout dans mon entourage. Qu'en pensez-vous? Moi, j'ai l'impression que les gens qui font des vidéos, notamment parmi les plus jeunes, les ados là, que je vois faire des vidéos, j'ai l'impression que souvent c'est assez thérapeutique pour eux de faire des vidéos.
et qu'il y a un côté comme ça où justement derrière ça leur donne confiance en eux. Ensuite, si je parle pour moi, par exemple, moi je pense que ça m'a aidé, parce que je trouve que je m'exprime en public beaucoup plus facilement que ça pouvait être avant. Et je le disais sur un flux précédent dans une autre conférence, mais par rapport à l'entourage, moi j'ai un travail à côté, je ne vis pas de faire des vidéos, je dirige des établissements pour personnes handicapées, j'en dirige plusieurs, enfin je dis 200 salariés, mais j'exagère un peu, c'est 188. Voilà. J'ai 188 salariés. C'est-à-dire que le jour où ils ont appris ce que je faisais, puisque ça a fini par se diffuser, ce jour-là, j'ai été un petit peu inquiet de leur réaction, et finalement, ça s'est très bien passé. Finalement, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème. Après, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Je ne connais pas ton âge, je ne connais pas ta situation, si tu habites encore chez tes parents, je ne sais pas où tu habites. Mais dans ta question, ce que je peux pas comprendre, c'est tu as envie de faire de la vidéo, mais pourquoi faire de la vidéo? Est-ce que tu as envie de t'exprimer, de faire donc du spectacle? Si tu as envie de faire du spectacle, est-ce que tu as déjà pris des cours de théâtre? Si tu as peur que ton entourage se moque de toi, ça veut dire que ton entourage n'est pas dans ce milieu-là. Est-ce que la bonne solution, le temps que tu fasses tes classes, ne serait-il pas de commencer de faire des vidéos et de pas forcément les mettre sur Internet pour pouvoir les critiquer toi-même quelques semaines après les avoir faites? Et est-ce que la solution aussi ne serait pas de commencer, je te dis tout simplement, du théâtre, parce que tu vas rencontrer des gens qui seront dans le même délire que toi, et ça va te permettre d'une part de t'améliorer pour tout ce qui est de l'élocution, de la création, du jeu d'acteur. Se jeter dans la grande mare YouTube en pensant qu'on va apprendre sur le tas et que des gens vont se moquer de toi, c'est sûr. Et surtout si tu connais rien, tu vois. Est-ce que le plus intéressant serait pas de faire un travail en amont avant de se jeter dans la fosse au loup? Je pense que si. Au-delà de ça, je pense que ce qui rentre en jeu aussi, c'est la peur d'être jugé, que ce soit par les proches ou par les autres, parce que à partir du moment où tu postes des vidéos sur Internet, bah t'as toujours le retour. Justement, on parlait de haters et tout, des gens qui insultent facilement. Combien de fois j'ai vu des gamins de 12-13 ans qui avaient envie de faire de la vidéo parce que ils ont leur idole sur Internet, la poster et se prendre un raz-de-marée de gens ultra insultants et ultra violents. Et justement, il y a... Voilà, est-ce qu'il ne faut pas avoir les nerfs nécessaires pour poster sa vidéo? Genre un gamin de 13-14 ans mal dansé un peu, supportera-t-il les haters? Et véritablement, à partir du moment où tu as des gens qui regardent tes vidéos, en tout cas, je pense que toute personne qui fait de la vidéo sur le web a vécu ce moment-là, à savoir, tu es obligé de passer par une étape où tu vas te créer une véritable carapace pour résister à ça, parce que c'est dur, c'est pas facile au début, c'est normal. On avait eu un débat l'autre jour avec mon frangin là-dessus, sur Internet, les haters, le bullying, enfin le harcèlement qui se fait sur Internet, qui a entraîné des suicides, etc. J'avais eu un débat et en fait, au début, je pensais qu'il y avait vraiment un problème par rapport à Internet, par rapport à tout ça, tu vois, par rapport à l'anonymat, par rapport au bullying, par rapport au harcèlement, pardon. À chaque fois, j'ai l'impression vraiment que tu vas jouer au bullying au milieu. Par rapport au harcèlement. Et en fait, il m'a dit un argument qui était pas con du tout, tu vois. Il m'a dit, avant Internet, ça se passait dans une cour d'école. Bah, c'était pas anonyme, ouais. C'est-à-dire que le mec qui va t'insulter, ça se trouve, tu pourrais clairement le cartonner dans la cour de récré, mais la violence n'est jamais une solution. Mais en fait, Internet a juste transposé les codes les plus pourris qu'il y avait dans la société à Internet. C'est pas le fait que ça soit anonyme que ça a changé, tu vois. Ça a pas rendu ça pire, tu penses? Un type qui est un bâtard dans la vraie vie, ça sera un bâtard sur Internet. Ouais, je pense pas que le type cool qu'on a pu être à l'école primaire, ou que la plupart des gens sont, rentrent chez eux, vont sur un forum et se vengent sur toute la société. C'est toujours une minorité bruyante, les haters, et c'est toujours la même minorité bruyante qui va harceler des gens sur des comptes Ask, sur des forums, sur des vidéos. Ces types ne valent pas grand-chose, humainement parlant. Il faut avoir les nerfs solides quand on fait des vidéos. Il faut se rappeler aussi que si tu fais des vidéos à 13-14 ans, tu vas faire de la merde et tu vas regarder tes vidéos
de 13-14 ans, quand tu auras 20 piges, tu diras « Oh mon Dieu, c'était drôle ». On est bien placé pour le voir, parce que quand on regarde nos vidéos d'il y a quelques années, bah, on se fout automatiquement de notre gueule. Parce que moi je sais pas, 13-14 ans, ça n'existait pas la vidéo. Bah, tu regardes tes vidéos en Super 8 et tu pleures. Mais voilà. Mais pour le coup, quoi qu'il arrive, quand tu commences à faire de la vidéo, tu fais de la merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et après, pour finir par rapport à ça, si tu commences à 13-14 ans, tu auras des compétences et une carapace à cause de la haine, si tu as de la haine, mais surtout des compétences... On reparle des tortues. On reparle des tortues. Que eux n'auront pas. Et que oui, tu feras de la merde, mais tu vas te retrouver à 20 piges avec beaucoup plus de bagages que les graines de haine qu'ils auront semées pendant des années, qui au final... À part, oui, ils pourront peut-être sortir des bonnes punchlines, tu vois, et ils connaîtront quelques mèmes sur Internet et ils pourront se targuer d'être peut-être passés sur TF1 suite à une triste histoire, mais il n'y aura pas énormément de plus sur leur CV. Toi, si. C'est vraiment la soirée du plombage d'ambiance. Mais non, mais écoute, mais c'est beau, les gens posent des questions, il faut leur répondre, c'est important. C'est important, on n'en parle jamais de ce côté-ci. Oui, clairement. Parce que oui, c'est certain. Quand même, Internet, c'est pas que du LOL, les mecs. Mais il faut arrêter. On en a bouffé pendant des années du LOL. Non, il n'y a pas que du LOL. Mais il y a des gens qui pensent vraiment que Internet c'est une surface de bonheur et tout, mais c'est pas le cas. C'est important, la comédie. Mais c'est comme si tout le cinéma était de la comédie. Ça n'a pas de sens. Mais quand même, oui. Alors, par contre, quand même, sur le YouTube, par exemple, sur YouTube, en France, c'est quand même vraiment surreprésenté comme catégorie. La comédie. Après, le côté, tu vois, truc humoristique, voilà. Ouais, après, ça, c'est surreprésenté. T'as plusieurs familles dans l'humour. La grande visibilité là-dessus, quand même. Bah ouais, mais aussi, il faut... Ouais, il y a un truc, on dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une chaîne de court-métrage ait plus de vues? Ben oui, mais c'est parce que quand même, quand tu te mets à faire ça, moi je l'ai vu pour moi, par exemple, quand on se met à faire ça, tu mobilises plein de gens, c'est vachement plus long à faire, c'est vachement plus compliqué, tu passes 10 fois plus de temps sur le montage, sur l'étalonnage, et au bout, tu fais pas plus. Hein. Tu vois, je veux dire, c'est pas du tout en... Je suis d'accord. Ça va plus vite, et tu fais... Si l'objectif c'est de faire des vues, hein, tu te colles devant ton truc, et tu fais... Tu vois, tu fais ton show devant en facecam et tu fais plus. Le fast-food de l'Internet. Mais le problème, c'est qu'Internet, aussi, à cause de nous, et aussi à cause du public, on fait du fast-food. Il y a très peu de gens qui peuvent se targuer d'avoir fait des œuvres sur Internet. On fait de la bouffe. Il faut que ça se mange facilement. Il faut que ça fasse de la vue facilement. Et c'est tout le côté dégueulasse d'Internet. Mais les gens demandent ça. Et nous, on fait ça pour la plupart. Et... on fait des burgers. Je trouve un peu sévère quand même. Bah, on fait des burgers, je suis désolé. C'est-à-dire qu'une vidéo, je prends une émission, enfin un épisode d'SLG. Un épisode d'SLG, il va faire son il va faire son maximum de vues les premières semaines. La première semaine, la deuxième semaine. Après, l'épisode pourrait être supprimé, que ça ne changerait rien. C'est du fast-food, on enchaîne. Je pense pas, parce que il y a beaucoup de gens qui re-regardent tes épisodes avec le temps. Ouais, je sais pas. Bah, je suis peut-être sévère, mais des fois je me dis ça. Alors, je vais te le dire clairement, parce que je vais parler d'expérience, parce que je suis tes vidéos depuis très longtemps, depuis la saison 1, tu vois. Parce qu'un de mes potes était passé dans... un fanboy, il faut le savoir. Oui, j'ai un passé de fanboy un peu dégueulasse, et je m'en fous, véritablement. C'est pas une blague. Il le sait en plus. C'est pas une honte. Il le sait en plus. Parce que je lui avais envoyé un scénario en mode « Hé, regarde !» Voilà, bref. Mais pour le coup, véritablement, il m'est arrivé plus d'une fois, mais quelle que soit la vidéo sur Internet, de la remater. C'est typiquement, je me rappelle avoir mangé avec un pote une fois, on mangeait, on savait pas quoi regarder sur Internet, et j'ai un pote qui me dit « Mets un épisode du Joueur du Grenier, c'est toujours agréable à regarder. » Et c'est pas du fast-food, parce qu'au final, c'est des trucs qui ont une relecture et qu'on re-regarde avec plaisir, que ce soit comme SLG, que ce soit comme Boîte de Cut, que ce soit comme Joueur du Grenier. Et avec énormément d'émissions sur Internet. J'ai vu plusieurs fois certains épisodes de Fred. J'ai vu plusieurs fois certains de tes épisodes. Après, véritablement. Ce que j'ai oublié de dire par rapport au fast-food, c'est que les gens, enfin, une partie du public, tout du moins, demande énormément de nouveaux contenus, très souvent. Ma question favorite est quand est-ce que sort ta prochaine vidéo? Et voilà. J'ai posé à chaque fois en première vidéo, histoire qu'on se débarrasse de la question. Et des fois, la réponse est toujours la même. J'ai peur que, tu vois, en fait, dans la production, tu as toujours une balance entre la qualité et la quantité. Il faut arriver vraiment au juste milieu. Si tu fais pas de quantité, les gens te détestent. Et si tu fais
si tu fais pas assez de qualité, les gens te détestent aussi. Et du coup, t'es toujours obligé d'être un peu au mieux. Si tu veux faire une vidéo tous les 4 mois en faisant un truc ultra chiadé de ouf, et ben tu te feras quand même dézinguer, quoi. Mais est-ce qu'il faut vraiment prendre ça en compte? Et surtout, tu pourras plus en vivre. Une fois que tu as commencé à vivre des vidéos sur YouTube, t'as vraiment pas envie de retourner dans une boîte et de travailler 35 heures par semaine et de refaire des vidéos à côté, quitte à te casser le cul à faire quelque chose de vachement bien. Pour le coup, on parle de la création vidéo. Moi, je pense à un sens plus large. Parce que mine de rien, les gens qui vivent de leurs vidéos sur Internet sont assez peu nombreux. Ils sont peu nombreux, ouais. Ils sont vraiment peu nombreux. Et personnellement, moi, je suis plus du côté des gens qui soutiennent le fait que fais ce que tu veux. Pense pas par rapport au public. Parce que, justement, toute ta vie, tu vas te retrouver dans la situation, normalement, à moins que tu vives de tes vidéos sur Internet, ce qui serait extraordinaire et trop cool, mais à moins de te retrouver dans cette situation-là, toute ta vie, tu vas avoir tout le temps un patron au-dessus de toi qui va te forcer à faire des trucs. Tu vas aller à la banque et tu auras un connard au-dessus de toi qui te dira que tu as un découvert et que tu fais chier. Tu vas te retrouver tout le temps dans une situation où tu auras quelqu'un au-dessus de toi pour te dire « Là, tu fais de la merde et j'aime pas ce que tu fais et tu vas faire ce que je veux. » Et quand tu es sur Internet, au début, en tout cas, majoritairement, tu as la possibilité de te dire bah, ni Dieu ni maître, j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Si je veux sortir une vidéo tous les 4 mois parce que ça me fait plaisir et parce que je peux chiader mon truc tous les 4 mois, et ben je vais faire ça parce que c'est ça qui me plaît. Et je pense que c'est ça qui doit animer les gens, pas le côté fast-food. Ce qui doit animer les gens, c'est vraiment le... Peut-être qu'en faisant ça, bah, tu vivras peut-être jamais de tes vidéos sur Internet. Mais c'est pas grave parce qu'au moins, tu auras ce moment d'évasion où tu te dis, moi, ma passion, c'est de prendre 4 mois pour bosser mon contenu, mais au moins, quand je sors ma vidéo, et ben... Il y aura peut-être pas beaucoup de gens qui la regarderont, mais au moins je serai fier d'avoir passé 4 mois à m'amuser et à me dire que pour une fois, j'ai fait un truc où j'étais libre et heureux de le faire. Ouais, c'est beau comme discours, mais est-ce que c'est vrai? Bah, en tout cas, moi j'essaie de conceptualiser ça comme ça. Après, moi j'essaie de penser très terre à terre. Parce que dans la réalité, regarde ce que tu fais toi, tu sors pas une vidéo tous les 4 mois. Hein. Non, parce que j'aime bien bosser et j'adore ça. Et quand je passe 2 jours sans écrire, je tombe à moitié en dépression en mode non, j'ai rien fait de la journée, je suis pas bien, faut que je travaille. Là, tu vois, depuis mercredi, je suis sur Paris, j'ai rien écrit et je suis vraiment mal, tu vois. Je me sens vraiment ultra mal parce que j'ai rien écrit depuis mercredi. Donc t'as des gens qui fonctionnent comme ça et t'as des gens qui ont besoin de plus de temps. Mais c'est pas grave. T'es sur Internet, t'as une liberté, profites-en. Peut-être que tu verras pas de tes vidéos à cause de ça, mais profite de ta liberté parce que putain, dans ta vie, il y aura pas souvent des moments où tu auras la liberté de faire quelque chose qui te plaît. Moi, j'aurais tendance à dire trouve ton talent d'abord. C'est ça. Déjà, chacun a un talent et des fois c'est celui-là qui va te permettre de bouffer. Salut à vous. En fait, j'ai du mal à supporter qu'une amie d'une amie fasse beaucoup plus de vues que moi, alors qu'elle fait des vidéos de cheval avec son téléphone, comparé à moi qui met du temps à créer des courts-métrages ou des sketchs, par exemple. J'ai un secret. La vie est une pute. Et Internet est tout sauf une méritocratie. Hein. Ah, c'est pas méritocratique et c'est hyper ingrat. Tu vas te casser le boule hyper longtemps à faire des trucs ultra chiadés et tu vas tomber sur des vidéos toutes pourries, mais il suffit que ça soit ultra lolesque avec des plans rapprochés et des lol et des bruitages qui fera énormément de plus de vues que toi. Il faut que tu prennes ce sentiment de rancœur qui est en train de grandir en toi et mets-le à côté. Si tu suis, c'est foutu. C'est foutu parce qu'il y a des gens qui font énormément de vues qui sont nuls. Alors, continue dans tes sketchs et un jour tu dépasseras le cheval de ton ami. Oui, mais au final, on revient sur ce que je disais il y a 3 secondes. Sur le fait qu'on s'en fout des vues au final. À part quand... Non, c'est hyper facile. Alors, attendez. Non, je vais redire ma phrase. Je vais redire ma phrase. Si jamais du jour au lendemain j'ai envie de faire des vidéos qui parlent d'agriculture biologique, tu peux. J'en ai rien à foutre. J'ai envie de parler d'agriculture biologique parce que ma passion c'est l'agriculture. Mais t'as pas envie. Non mais je te parle dans l'absolu. Si j'ai envie de parler d'agriculture biologique et que je me dis personne va regarder mes vidéos à part les gens passionnés d'agriculture biologique, eh ben je serais content de parler à ces gars qui sont passionnés d'agriculture biologique parce que si je fais un podcast qui parle des types d'élèves, eh ben ça va me faire chier et je vais me retrouver dans la situation où je vais me dire je fais un truc qui me fait pas plaisir et je le fais par rapport au public. Moi, quand je fais un papa de l'internet. Je vais... Alors bon, papa de l'internet, ça non, pas... je comprends pas, t'es obligé... T'es quand même obligé c'est pas un SLG, d'accord? Répondre à une demande du public. Bien entendu que si. Et c'est pas un SLG, donc ça fait pas le même nombre de vues, mais ça fait dans une journée, ça fait 20 000 vues. Un type qui écrit du théâtre, un type qui écrit du théâtre ou qui joue du théâtre, il va pas écrire une pièce de théâtre sur une barre à cheveux pendant 1h30 de parler d'une barre à cheveux, on s'en bat les couilles. Quand tu fais du spectacle, il faut que ça parle aux gens. Mec, peut-être que tu t'en fous, mais il y a des mecs qui vont peut-être adorer ça.
Non, c'est pas parce que l'agriculture biologique, on s'en bat les couilles. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent ça. Quand tu veux faire du spectacle, quand tu veux toucher, quand tu veux faire passer des émotions, quand tu veux faire passer du rire. Tout simplement, exemple, il y a un mec actuellement qui sur YouTube fait une émission qui te parle de maths. Moi les maths ça m'a toujours fait chier. Véritablement. Les maths ça fait partie des choses qui me font chier dans la vie. Toujours. Hein. Il n'empêche que ce mec là il fait une émission qui parle de maths et à chaque fois qu'il fait une vidéo il pète les 60 000 vues. Donc je me dis c'est un sujet qui moi m'intéresse pas du tout et qui me ferait chier dans l'absolu. Mais pourtant il y a des gens qui s'y retrouvent. Ce qui prouve bien que ce qui compte, c'est que tu parles d'un sujet qui te plaît à toi d'abord, avant de parler d'un sujet qui plaît au public. Mais là, sur la créa de vidéo, sur la mettons la fiction. Moi, ça me fait chier. Mais la fiction, mec. Là, c'est une émission, donc le thème est clair et de toute façon, ça restera une niche. Mais si tu fais de la fiction, si tu veux faire passer une émotion, tu vois, t'es pas là à dire genre pour les 100 types, s'il y a que 100 types qui me voient, c'est trop bien. Ton but quand même secret, c'est de te dire que ta fiction elle est trop cool et qu'il y a plein de gens qui vont la voir et qu'il y a plein de gens qui disent c'était trop bien ce que t'as fait, mec. Oui. C'est comme si tu sortais un film et que tu disais j'ai fait 2 salles, je veux pas en faire 3. Faut pas que ça devienne le leitmotiv de ta création. Non, parce que tu ne le fais pas pour ça. C'est une récompense. C'est une récompense, c'est pas le but. Ben voilà, on est d'accord. C'est une récompense, c'est pas un but. Ouais, mais si jamais ça arrive, c'est super cool. Non. Mais si aujourd'hui, tu sais, si demain tu sors, ou alors j'ai une pensée qui est complètement différente et utopique de tout le monde. Si tu sors une vidéo de fiction qui cartonne, qui fait 1 million, 2 millions de vues, et qu'après tu fais que des petites fictions qui vont pas marcher, tu vas pas me dire que t'es content, tu vois. Non, t'es pas content. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire ça a marché, donc je vais rester que dans ce secteur-là pour parler au public. Non. Au final, tu te retrouves dans la situation où toi-même tu t'emmerdes. Il y a sûrement un truc qui a marché dans ta trame scénaristique ou dans ton écriture ou dans ta mise en scène de ta fiction A et qui n'a pas fonctionné sur les autres. Ou le sujet. Après, si c'est le sujet, je comprends. Mais si c'est la qualité ou la qualité de l'écriture. La qualité, d'accord. Moi, je suis un des mecs qui défend le fait que c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on doit pas faire un truc de qualité et qui se bat justement pour dire oui, on est sur Internet, mais on peut faire un truc ultra chiadé si on a envie. Je te dis juste que le sujet. Moi, par exemple, tu vois, je fais une émission de cinéma. Si demain, j'ai envie de te parler d'un film biélorusse des années 70, je le ferai parce que le film biélorusse m'aura fait kiffer. Alors que je pourrais te parler d'un film ultra connu qui a été réalisé par Tarantino, et là, les gens seraient beaucoup plus touchés. Ils feraient « Oh, Tarantino, ça je connais », et ils materaient. Mais je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de te parler de Tarantino, tu connais déjà tout sur Tarantino, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de te parler de ce mec-là qui est en Biélorussie parce qu'il y a sûrement des choses très intéressantes que tu peux en tirer dedans. Donc au final, mec... J'ai fait une émission qui était sur Peter Jackson. Elle a explosé en nombre de vues parce que Peter Jackson. Mais après, j'ai vu un film qui s'appelle Canine, qui est un film grec. Genre, le truc complètement impensable dont personne n'en a rien à foutre, qui est un film à moitié muet, avec des jeunes enfermés dans une maison, et où il se passe rien, et où ils se lèchent dans le film. Ça va te plaire. J'aime bien ça. J'ai trouvé le film tellement ouf que je me suis dit, je vais en parler aux gens. Ouais, ça les intéressera peut-être moins que Peter Jackson, mais j'en ai rien à foutre parce que ce film-là m'a tellement touché que j'ai envie d'en parler aux gens. Mais pourquoi t'as parlé de Peter Jackson? Parce que je suis fan de Peter Jackson. Ben voilà. Mais je suis fan aussi de ce putain de film grec. D'accord, mais maintenant, ta vidéo sur ton film grec là, si personne la regarde... Bah tu déconnes, c'est celle qui fait le plus de vues. Eh ben alors, tu vois, y a une question parce qu'en fait, c'est pas le problème de ton film grec. C'est ce que t'as mis dedans. Tout le monde n'a pas la possibilité de vivre en travaillant exclusivement sur quelque chose qu'il aime, étant donné que vous représentez cette petite partie de personnes qui sont dans un domaine. Il représente cette petite partie de personnes. Où tout le monde ne réussit pas forcément. N'avez-vous pas l'impression de donner de faux espoirs? Donner un faux espoir, ça voudrait dire que je vous sors le discours que vous pourrez avoir tous 1 million d'abonnés, tu vois, mais... Le faux espoir, c'est pas. Je vous dis pas. On parlait de vidéo, mais il y a des faux espoirs. 99% d'entre vous n'auront jamais 1 million d'abonnés. Et moi, je sais toujours pas pourquoi je les ai eus. Là où je suis assez d'accord. Pas sur le fait qu'on est en train de dire qu'on donne des faux espoirs. Non. Mais par contre, c'est vrai que alors ceux qui regardent sont peut-être même trop jeunes pour s'en rappeler, mais en 98, toi Laurent, tu dois te rappeler. En 98, la France a gagné la Coupe du Monde de foot. Et à partir, moi j'avais 12 ans, mec. Toi, tu te rappelles, alors, bien sûr, mais toi, t'avais moins. J'avais 4 ans. T'avais 4 ans, toi. 4 ans. Voilà. Donc, j'ai 20 ans. Le lendemain de ça, qui s'en rappellent, le lendemain de ça, tous les gamins de France voulaient devenir footballeurs professionnels. Et on leur a dit, c'est possible. En gros, c'était possible ce que tu veux dire. Parce que parce que ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, c'était des petits gamins de 18 ans, les Thierry Henry, machin, tout ça là. Ils avaient 18 ans, on les avait jamais vus nulle part avant.
Et d'un seul coup, ils étaient devenus champions du monde. Le lendemain, on a ouvert des centres de formation de football, on a machin. Parce qu'on a fait, et tous les gamins voulaient devenir footballeurs professionnels. Je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, tous les gamins ils veulent devenir Cyprien, Norman, machin. En fait, ils veulent devenir youtubeurs, pas pour être youtubeurs, mais pour être youtubeurs. Ils pensent que c'est facile. Mais oui, tu te mets devant ta caméra, tu fais ça. C'est la mauvaise pensée parce que c'est-à-dire que tu ne penses que par le prisme de la célébrité, tu ne penses pas par le prisme de la passion. Et c'est la passion qui compte. Mais Victor, c'est véhiculé par la société. Quand tu vas regarder les anges de la télé-réalité, machin truc. Je regarde pas, je t'avouerai. Moi non plus, je regarde pas. Mais tu prends des gens lambda. Moi, je regarde. Et tu dis. Et tu te masturbes. Et tu dis. C'est exactement le même. Non, j'ai commencé le mouvement, j'arrête. Non, genre t'as levé la main, mais j'ai fait. Non. Ce que je veux dire, c'est que t'as levé la main là, t'es quand même vachement prétentieux quand même. Écoute. Je suis petit, donc forcément. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire en fait. La profession de youtubeur pour plein de jeunes, entre guillemets, est devenue un peu le nouveau footballeur. Ouais, effectivement, c'est le type qui a réussi, le type qui est adulé. Et c'est un truc dans lequel tu peux réussir sans rien faire presque, à part que. Sans rien faire, mec. Non, mais c'est triste, ça veut dire que les jeunes youtubeurs, enfin les Cyprien, Norman, ils ont fait des trucs, tu vois, ils ont pas rien fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des vidéos sur internet. C'est quoi? Mais il y a une qualité scénaristique. Non, je ne suis pas en train de défendre ça. Tu vas pas me sortir le discours, ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Mathieu, c'est pas ça que je te dis. Parce que je sais qu'ils travaillent. Ouais. Parce que je sais qu'ils travaillent. À part que ça apparaît comme une sorte de rêve. Ouais. On te dit, tu dois travailler à l'école. Si tu travailles pas à l'école, tu n'auras pas un métier derrière. Tu comprends, il faut être bien sage, il faut ci, il faut ça. Et tu t'aperçois que finalement, c'est un endroit où si tu fais pas ça, eh ben tu vas quand même pouvoir éventuellement réussir. Ouais, mais comme à la télé, mec. Eh ben ouais, comme à la télé. Mais comme à la télé, c'est-à-dire qu'en fait, personnes qui veulent être animateurs, il y a plein d'animateurs qui n'ont même pas le bac, tu vois. Mais eh ben ouais. À part que les animateurs. Oui, mais c'est super triste parce que ça veut dire qu'on parle. Là, je pense qu'on parle d'une part d'une minorité bruyante. Parce que, non mais Non mais on parle de gens qui recherchent juste le succès. Ils recherchent pas à faire un truc qu'ils aiment, ils recherchent le succès. Ils voulaient finir. Je te coupe. Vas-y, termine. Termine. Non, tu veux pas terminer? Ok. Tu disais quoi? Je m'en souviens plus. Personne m'écoute donc. Mais si, moi je t'écoute, bordel de merde. Vas-y. Tu fermes ta gueule de. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que ça peut pas être comme animateur à la télé parce que les animateurs à la télé, t'as pas accès à la télé. Oui. D'accord, tu peux pas. Alors que là, sur YouTube, tout le monde peut se lancer là-dedans. Et en fait, c'est un peu comme si c'était dans l'esprit des gens, parce que c'est pas la réalité du tout, une sorte de loterie. Ah. Tu vois, en gros, tu peux avoir la chance ou pas la chance. Faire mieux être sensible pour certaines personnes. Oh bah tant pis ça. Bon, c'est pas grave, c'est la vie ça. Hein. C'est qui? C'est probable. Oh, c'est probable. Osef. Et donc c'est, tu vois, un espèce de truc où tu te mets devant et si tu as de la chance, ça peut marcher pour tout le monde. Tu peux être comme si tu pouvais être tiré au sort, quoi. Tu vois, pour faire ça. À part que c'est pas vrai. Dans la réalité, extrêmement peu vont réussir. Toi, t'en fais partie, mais vous êtes vraiment très peu finalement. Si on compte le nombre de gars qui gagnent leur vie, tu vois, pour vivre correctement de ça, bah franchement, il y en a quand même, il y en a vraiment très peu. Comme vraiment très peu qui vont être des acteurs que tu vas voir dans les films, parce que des acteurs, en fait, il y en a plein en France, mais ceux que tu vois dans les films, c'est toujours les mêmes, tu vois. Des musiciens, il y en a plein qui jouent de la musique, mais ceux qui en vivent, il y en a pas beaucoup, enfin. Après, il y a aussi, voilà. Il y a aussi une question, tu sais, si on pousse plus loin le truc, il y a vraiment une question de légitimité. Et là, sur la question de légitimité, tu sais, genre, il y a pas vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Vic, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méritocratie sur YouTube. J'ai vu des émissions qui étaient complètement ouf, des gens qui jouaient trop bien la comédie et qui n'étaient pas connus. Et il y en a certains qui ont arrêté l'aventure YouTube, qui ont sûrement continué ailleurs, tu vois. Mais des fois, c'est pas méritocratique parce qu'en fait, YouTube fait aussi partie d'un modèle. Enfin, il y a un modèle à l'intérieur du média. Il y a aussi de la communication. Il y a aussi d'autres savoir-faire qui se mettent dans le jeu. Et il n'y a pas que de la méritocratie purement sur les compétences et sur. Je pense même qu'il n'y en a pas du tout de la méritocratie. Et c'est pour ça justement qu'on en revient justement au truc de, au final, fais ce qui te plaît. Parce que tu ne pourras jamais contrôler le public, c'est tellement quelque chose d'aléatoire, c'est tellement quelque chose que tu ne pourras pas contrôler. Parle de ce qui te plaît, parce que ça se trouve, toi dans ta tête, tu vas te dire ça marchera jamais.
Mais c'est tellement aléatoire que ça se trouve, ça va marcher. Mais ouais. Mais des fois, c'est vraiment des questions que je me pose, tu vois. Des fois, tu sais, quand je suis pas en pleine déprime, tu vois, mais quand je suis en train de réfléchir par rapport à YouTube, je me dis, peut-être des fois, je me dis qu'il y a plein de YouTubeurs, ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit, tu vois. Et des fois, je me dis, bah, si je sortais les 7G aujourd'hui, je suis pas convaincu que ça fonctionnerait autant. Et je me mets à la place des gens qui se cassent le cul sur YouTube à essayer de faire des vidéos, tu vois. Et j'ai pas vraiment de réponse, tu vois. Parce que c'est pas une roulette russe, mais il y a des choses que tu peux pas gérer. Il y a des gens qui vont te partager, d'autres pas. Il va avoir une vague sur un sujet, sur un autre pas forcément. Enfin, il y a l'humeur du moment, l'humeur du public, quel public tu as. Enfin, et du coup, j'ai toujours pas réussi à comprendre l'équation, tu vois. Et je pense qu'il n'y en a pas, tout simplement. Il n'y a pas d'équation. C'est juste aléatoire et c'est juste un jour ça va arriver, peut-être. Et si ça arrive, ben cool. Ouais. Mais j'ai connu des gens qui, eux, essayaient de contrôler le public. C'est qu'ils se disaient dans leur tête, si je fais tel contenu, si je le fais fonctionner comme ça, si je fais telle ou telle chose, eh ben ça marchera forcément. Au final, c'est des gars qui n'ont pas marché du tout. Parce que le public, c'est tellement quelque chose d'aléatoire et tu ne peux pas le contrôler que tu auras beau essayer de forcer les gens, tu peux pas les forcer. Non, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, c'est tout. Mais sur c'est la teuf pour la fin là. Ouais. On termine vraiment sur une note positive. Non, mais il était un peu sérieux ce live, mais en même temps. C'est la création vidéo. J'ai toujours dit, enfin, dans chaque convention, j'aime de plus en plus parler de l'autre côté de YouTube, de l'autre côté de la création d'internet, que il y a plein de choses à dire sur la vidéo et qu'il y a plein de choses à dire sur internet et que c'est pas tout le temps genre. Bien sûr qu'il y a plein de questions qui vont me dire je veux la voix du patron, on va se marrer gamin. Mais aussi, on peut aussi débattre sur internet parce que nous réduire à simplement un média qui fait du LOL et des chats, même si j'adore les chats, on a quand même, il y a quand même une culture internet, il y a quand même du boulot derrière et c'est vachement intéressant de faire des fois des conférences un peu plus sérieuses et un peu plus intéressantes sur de ce côté-là. Après c'est sympa d'avoir des conférences aussi sur voilà des questions avec le public pour de creuser un peu quoi des fois. C'est pas mal hein. Parce qu'il y a à creuser sur YouTube mine de rien. On n'est pas juste un média pipi caca à la con hein. Il y a un fond derrière, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui ont une vie. Bon. Alors, justement, comme là, on doit terminer, là, hein, puisque il est l'heure. On est sur la fin. Flux 1, merci les gars sur ce live bien réaliste et sans mascarade. Ben voilà, il n'y avait pas de mascarade. Il n'y avait pas de mascarade. Bon, il n'y avait pas de mascarade. Il n'y avait pas de mascarade. Est-ce que tu mens, Mathieu? Est-ce que tu nous as menti pendant 2 heures? Je mens énormément. Je ne m'appelle pas Mathieu depuis le début. J'allais l'annoncer demain. Depuis le début, tu t'appelles Rodolphe. Ouais, exactement. Tu as 55 ans. Super. Je suis routier. Voilà, ça c'est pro comme comportement. De profession. Voilà. Mec, ce serait génial. De profession. Mec, ce serait génial. On nous a dit jusqu'à 22h, il est 21h59. Ah bah, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut dire pendant cette dernière Moi, ce que je peux dire, le mot de la fin, c'est un comportement vachement pro en fait. Voilà, on est assuré. Bah, voilà. Ouais. Le mot de la fin, est-ce que quelqu'un... Attends, on va lire une dernière question pour le mot de la fin. C'est pas une question. Merci les mecs, vous êtes géniaux, c'est bien. Merci à vous les gars. Bon ben voilà. Ouais, on a du merci. Bah, merci à vous d'avoir regardé. Hein. Oui, merci à vous d'avoir suivi le live. Merci à vous. Il y a un live hein. Ah oui, à minuit, on repart en live avec Laurent. Donc avec qui? Avec Will et Moff. Je sais pas. Laurent. Oui, Elec. Moff, non, il est trop cassé. Non, Moff, il était fatigué. Et on va vous causer un petit peu social avec les gens que je viens de citer. Donc à partir de minuit, on revient avec Laurent. Ça va être encore un débat sérieux, mais un débat. Voilà, on va être sérieux. En fait, il y a un truc que vous connaissez pas, c'est que lui et un des orgas, ils font exactement le même boulot. Ouais. Donc du coup, ils ont des trucs à dire aussi. Et là aussi, c'est pas forcément drôle. Par contre, ça vous apprend plein de choses, je crois. Voilà. Bon, c'est cool d'apprendre des choses. Ouais. Venez apprendre des choses à vachement intéressant. Bon, là par contre, on va déplomber un peu. Donc là, sur le flux 1, il y a notre magicien, elfe, steampunker, vampire, plein de persos. Voilà, et shakespearien. De la magie pendant 1 heure après. Et sur le flux conférence, on enchaîne avec les gens des
de l'émission Horizon, le blog Hacking Social, où là on va parler de choses vachement politiquement correctes. Voilà. D'accord. Au revoir les gens. Au revoir, bonne soirée. Ils t'entendent pas si tu parles pas. Au revoir, bonne soirée, pas trop de folie. Un peu quand même.